Bienvenue à cet autre balado Saumon Québec. Aujourd'hui, la pêche commerciale à la pêche sportive. Salut Myriam. Salut Louis. Produit par la FQSA, on est dans les studios de production 35 mm. Puis aujourd'hui, avant de présenter nos invités, je ne sais pas si vous entendez le son d'un vieux coffre de bois qu'on ouvre. Et là, on va arriver dans un coffre de souvenirs et d'histoires. Puis au Québec, on se dit « je me souviens », puis souvent, on a de la misère à se souvenir. C'est qu'on est très content d'inviter ces deux hommes à nous parler de l'histoire du saumon. Absolument. Peut-être que plusieurs d'entre vous dans le monde du saumon ont déjà entendu vos noms, sinon plusieurs personnes vous connaissent de près ou de loin, assurément. Alors, on aura bien l'occasion de parler de vos parcours respectifs, mais je suis très, très, très heureuse et honorée, en fait, que vous ayez accepté aujourd'hui de venir avec nous pour ce balado. Donc, Yvon Côté, qui est biologiste, qui a fait une grande partie de sa carrière au sein du gouvernement provincial comme professionnel sur le saumon. Tu as aussi été président de la FQSA pendant 13 ans. Exactement. Donc, tu as été impliqué énormément au sein du saumon. Ouais. Ben oui, Ouais. Absolument. Incroyable. Il est tough. 2000 à 2013. Et là 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 là. Est-ce que ça passe vite? Est-ce que ça passe vite? Et vous venez d'entendre M. Gilles Schooner, qui est biologiste aussi, je crois. Ben oui, non, oui. Ah, attends, je me regarde. Regardez mon permis de conduire. Là, je commence à avoir un doute. Oui. Oui, biologiste. Puis, en tout cas, je peux pas cumuler l'ensemble des choses que tu as fait aussi dans le monde du saumon. Tu as été beaucoup impliqué au sein de plusieurs organisations, beaucoup de travaux aussi, mais on pourra prendre le temps, en fait, de décortiquer un peu vos expériences. Ceux qui sont dans leur voiture, assis dans un bon fauteuil ou en train d'écouter ce balado-là, prenez-vous un bon café, un bon gin, parce que là, on part pour une belle balade. Si vous êtes en auto, prenez pas de gin. Non, c'est ça, je veux dire, ouais. Mais je vais commencer avant de parler de vous dans la force de l'âge, quand vous étiez très, très actif. Je suis curieux de savoir d'où vous venez. Dans le sens que, est-ce que vous avez été élevé par des gens qui étaient des amants de la nature? Est-ce que vous avez été, ou des amants tout court, mais je veux dire sûrement, mais est-ce que vous venez de famille de pêcheurs? Vous venez du bois? Racontez-nous, Yvon, d'abord, pour commencer, vous venez de où, de quelle région? Puis c'est quoi ça va être long, là. Non, pas si long Ben que ça. non, regarde-le. Puis nous deux, on est presque des jumeaux, d'une certaine manière. Du point de vue intellectuel. Je suis originaire de Pierreville, puis Gilles est originaire de Pierreville. Moi, je suis naïf de Pierreville. Naïf de Pierreville. Puis Pierreville, c'est un petit village le long de la rivière Saint-François, juste un peu en bas de Drummondville. Puis tous les Pierrevillois, c'est des chasseurs d'oies, de canards, des pêcheurs de perches chaudes, des pêcheurs, chasseurs de chevreuils. Et puis, parmi tout ce groupe-là, il y en a deux qui sont sortis de là, puis ils ont décidé d'aller voir la Gaspésie puis la Côte-Nord. Extraordinaire. Alors, c'est ce qui... Et puis, comment il s'appelle l'autre, là? Traversé? Normand Traversé. Qui est un autre de Pierreville. Un autre de Petertown. Petertown. Puis qui a travaillé à la FQSA pendant plusieurs années sur le programme de développement des rivières de la Côte-Nord. Aviez-vous des oncles, un père qui était chasseur-pêcheur? Tout le monde pêchait? Oui, tout le monde pêchait. C'était la tradition. Oui. Moi, la raison pour les gens, à un moment donné, me demandent c'est quoi ton parcours? Mon parcours, c'est simple à comprendre. Quand j'étais tout petit, mon père allait à la chasse au chevreuil, il allait à la chasse aussi à la perdrix, au lièvre, puis au canard. Puis quand il revenait avec des canards, je voyais les canards emplumés de toutes sortes de couleurs. Ça m'est resté dans la tête. Et puis mon père voulait que je fasse un médecin. Fait que j'ai fait mon cours classique comme on faisait à l'époque. Mais quand j'étais rendu... C'était mieux ça que le père qui voulait qu'on devienne curé, parce qu'il n'y avait pas bien d'option de m'emmener, on dirait. Mais quand on est arrivé à la dernière année, j'ai dit, moi, la médecine, ça ne m'intéresse pas, c'est bien beau. Mais moi, l'idée des canards, puis l'idée d'aller pêcher, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a amené à la biologie. Wow! Ah, wow! Fait que c'est le père qui a influencé le fils. Puis M. Schooner, Gilles, je me permets de vous appeler Gilles pendant au moins 7h30 là. Je vais laisser hein. passer un peu ma grande politesse papa, régulière. Mais... Moi, c'est Gilles. Donc, Gilles, de Petertown, vous aussi? Vous veniez aussi d'une famille, tu venais d'une famille aussi de pêcheurs, chasseurs? Ah, le padré, là, le papa, ça, c'était un ultra-pêcheur puis un ultra-chasseur. C'est quoi la différence entre un pêcheur normal et un pêcheur ultra? Oh, tu sais, dévoté, là. C'est dévoué au bout, là. Oui. Puis, en plus, il y avait un camp familial sur la rivière des Eaux-Mortes. Pas loin il y avait une seule rue dans ce village-là, c'était le train qui passait à Dohéné.
Et ça, c'était le lieu de rassemblement familial pour la pêche à la truite. Quoique la chasse, ça se faisait, comme Yvon dit, là, c'est sur le lac Saint-Pierre, au Canard, la pêche Itou, puis aussi la rivière Saint-François, qui est une rivière extraordinaire. Puis, en passant, anecdote, la Saint-François fut jadis naguère, some time ago. C'est assez loin, ça, en arrière. Pas pire. C'était une rivière à saumon. Dans quel temps? Dans le temps des de années Jésus? 1920. Dans le temps de Jésus. 1920? Non. Ah oui, encore. En 1920, oui, il y avait oui, encore oui. du saumon dans ces Il y a rivières-là. eu Publication. une petite publication faite par Atlantic Salmon Association, exact. The Salmon of Saint... On va le dire en français. Non, c'est parce qu'il avait la version anglaise-française. Uh-huh. Le saumon de la rivière Saint-François. OK. C'est instructif. Il y a d'ailleurs à la tête de la rivière Saint-François un affluent qui s'appelle la rivière au saumon. Ah, parce que Ben, avant, il y a eu du Probablement. Ben oui. Ce serait du saumon. impensable de penser à une réintroduction. Non, pas, Il y a non. trop- En projet de retraite, vous deux, vous n'avez pas envie de... Oubliez ça, Non, là. non, C'est- Il y a eu trop de... Trop de changements. Il y a Ben, trop de changements. Surtout les changements climatiques. Ouais. Le Ouais. principe- C'est trop- parce, trop Le que, sud. réchauffement de l'eau. Ouais. parce que les obstacles en tant que tels, c'est plus des obstacles. Aujourd'hui, avec les passes migratoires puis tous les mécanismes qu'on a pour transférer le saumon d'une section de rivière à une autre, ça ne serait pas un problème. Mais changement climatique, ça, c'est un autre problème. Ouais. Vous avez été des acteurs importants du changement de la pêche commerciale à la pêche récréative, ou la pêche, ouais, on l'appelle comme ça, la pêche dans les années 70. C'est un immense sujet. Je ne sais pas par quel bout on va pogner ça. Je ne sais pas... tu sais, qu'est-ce qui s'est passé comme moment donné? Tu sais, ça venait sûrement du ministère, ça venait il y a eu un moment donné une grande discussion quelque part dans un bureau qui a dit bon, ben là, il faut mettre des gens sur le terrain, il faut que ça bouge. Ouais. Voulez-vous qu'on recule le vidéocassette chrono. de vos vies, puis Le le chrono, hein, Le on chrono. fait boudou, puis on recule. On se retrouve dans les années donc 70. Soit même un petit peu Un petit avant. peu avant. Je dirais que dans les années 60, déjà, il y avait une pression populaire qui s'exerçait sur les politiciens puis qui demandait que les clubs de pêche, et dont les clubs de pêche au saumon, soient abolis en totalité ou en partie pour laisser place aux Québécois. Parce qu'il faut dire que nous sommes une nation jeune. 300 ans d'histoire, c'est très peu. Il y a 300 ans, quand les Français sont arrivés ici, ils ont découvert les rivières à saumon, puis les habitants avaient besoin de vivre et ils vivaient à partir de la pêche commerciale au saumon. Alors, on va sauter un grand bout dans l'histoire, mais les pêcheurs commerciaux, ils s'en est établis partout, en Gaspésie, ils s'en est établis sur la Côte-Nord. Et puis ces gens-là, approvisionnaient les marchés d'alimentation au Québec. Puis aussi, il y avait des exportations majeures qui se faisaient en France et puis surtout pendant le régime anglais, surtout en Angleterre. Mais au fil des ans, puis éventuellement, les pêcheurs sportifs, puis surtout des riches anglophones qui étaient ici présents, les militaires, surtout les militaires, disons sur la Jacques-Cartier, Gilles pourra élaborer sur la Jacques-Cartier, il la connaît encore davantage que moi. Les premières pêches documentées du saumon, de la pêche sportive, c'est par les militaires qui étaient basés à Québec, puis qui allaient, la Jacques-Cartier, partir de Québec, dans ce temps-là, aller sur la Jacques-Cartier, c'était l'expédition de l'année. C'était loin, il n'y avait pas de chemin. C'était à Les cheval. militaires qu'on connaît aujourd'hui, comment ils appellent ça? À Là? Valcartier. Valcartier. Hein? Non, Non, les militaires, en la ville, citadelle. la réserve. La réserve. Ben oui, c'était les militaires qui Les étaient militaires cantonnés. de stationnés. La citadelle à qui Québec. allait... La oui, citadelle, oui, oui. exactement. OK, qui Qui allait allait pêcher se rendre là-bas. jusqu'à la Il y Jacques a- Puis, c'est Exact. pas tout le monde qui allait là. Ben non, j'imagine que ça devait être loin à ce moment-là, parce Ouais. que c'était pas, Ah, c'était pas ouais. non plus, il n'y avait pas les infrastructures routières ou les Exact, facilités qu'on connaît exact. aujourd'hui. Donc, pour faire la suite là-dessus, donc les militaires ont commencé à utiliser la rivière avec de la pêche sportive, qui n'était pas connue entre guillemets, des habitants québécois. Et petit à petit, les gens se sont dit, puis il y avait aussi, même à ce temps-là, il y avait même de la pêche commerciale au filet dans la rivière. Là, donc déjà là, à ce temps-là, aussi longtemps que ça, puis là, on parle des années 1870, là, ou même un petit peu avant. Déjà là, il y avait une opposition entre pêcheurs sportifs et pêcheurs au filet. Les pêcheurs sportifs, finalement, dans ce cas-là, ont eu gain de cause. On demandait au gouvernement que la pêche commerciale au filet ne se fasse plus dans la rivière, mais peut-être ailleurs, à l'embouchure ou ailleurs, mais pas dans la rivière. Et de là est née l'idée de se former en club, en groupe de pêche, et puis de demander au gouvernement,
est-ce qu'il y a moyen d'avoir les droits de pêche sur ces secteurs-là? Puis là, le gouvernement a accepté ça parce que le gouvernement recevait des dividendes de ça. Et puis, il faut savoir que si on fait des grands sauts dans l'histoire, il faut savoir que savez-vous quand est-ce que le premier impôt au Québec a été imposé par le gouvernement québécois? 1954. Avant ça, le monde vivait de peu, de très peu. Le gouvernement vivait de peu. Le gouvernement vivait des ressources minières. Il n'y avait même pas d'allocation familiale, non? Il n'y avait pas d'allocation familiale. Ni de vieillesse. Donc, les mines, les forêts, la chasse et la pêche, loués à des clubs. Puis ces 3 items-là étaient des items financiers importants dans les livres du gouvernement. Et donc, les clubs se sont installés de cette façon-là. Là où il y avait des pêcheurs commerciaux dans les rivières, les clubs ont demandé que les pêcheurs commerciaux soient distanciés et mis sur le bord des côtes. Et puis, dans les rivières, se sont installés les clubs de pêche. Et c'est comme ça que les clubs de pêche ont perduré presque pendant 100 ans. Avant de continuer avec les clubs de pêche, j'ai 2 petites questions pour vous de cette époque. Là, ça me chicote. J'ai participé dernièrement à un projet sur Historia, sur la pêche à la morue dans le coin de Passepébiac, avec les Jerseyais. Quand vous me dites que c'était la pêche commerciale, on sait à quel point le Québécois, là, de souche, je ne sais plus trop comment on peut s'appeler dans le temps, mais disons, autant dans les forêts que dans les mines, on a été exploité. Là, c'était les Jerseyais qui étaient dans ce coin-là. Quand vous parlez de pêche commerciale, c'est les Québécois qui exploitaient ça ou c'était des Jerseyais ou des Anglais qui étaient là? Non, c'était vraiment des pêcheurs québécois. Oui, parce qu'il faut dire que c'était relié au régime seigneurial. Il y avait des seigneuries à peu près partout. Alors, les seigneurs engageaient des censitaires, puis qui sont devenus éventuellement propriétaires de leur terrain. Ils vendaient leurs poissons, leurs saumons? Ils vendaient leurs saumons commercial sur le marché sur place, et également une grande partie, tout ce qui était pour consommer sur place était salé, mis en barrique et expédié. C'est ça. Quand vous parlez à cette époque-là, parce que on dirait que pour moi, c'est une époque où c'était de la survie. À part certains riches, il y avait pas. Quand vous me parlez qu'il y avait des gens qui faisaient de la pêche de plaisance, je me disais à une époque, qui était un pêcheur sportif à l'époque? Quand vous avez dit qu'il y avait des gens qui commençaient, donc avant les années. Ceux qui avaient des serviteurs. Oui, c'est ça. Puis qui les aidaient à apporter leur bagage sur le bord de la rivière. Oui, d'accord, OK. Etc. Il y a un beau jardin qui raconte cette histoire-là, pas loin de Métis. Hein. On voit des belles images. Donc, on parle de ces gens-là, des Québécois d'origine, qui avaient des sous, parce que les gens étaient en survie, là, les Québécois. Absolument. D'accord. Non seulement des Québécois, par contre, il y avait des Canadiens d'une façon générale et beaucoup d'Américains aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier, on se replace dans le cadre des années 1860. L'expédition de Lewis dans l'Ouest américain, ça se passait dans ces années-là. L'expédition de Lewis qui a amené les Blancs de l'Est jusqu'à l'Ouest, le même genre d'idée a existé pour les Américains qui partaient du Sud, puis qui s'en venaient ici dans le Nord, puis qui découvraient le Nord. Alors, il y a eu des écrits là-dessus, des écrits pour parler de comment on utilise le territoire, comment on a accès à des contrées non nommées par les Blancs, mais les Autochtones les ont toujours nommées. Alors, ça faisait partie de cette idée-là. Les gens de clubs qui réussissaient à avoir un territoire comme le territoire du Triton ou la Coscopédia ou la Matapédia, ils s'en allaient. Il n'y avait pas de route. Le voyage se faisait à cheval, à charrette, par tous les moyens possibles, puis il finissait par arriver à la Matapédia ou à la Cascapédia ou sur la Moisie, en bateau. Sur la Moisie, il atteignait en bateau. C'était des grandes expéditions-là, et ces gens-là bénéficiaient de l'activité de la pêche et étaient prêts à payer le grand prix pour ça. Mais en même temps, chez eux, c'était des héros. Ils découvraient le pays, ils découvraient le continent nord-américain. Alors, c'est toute une histoire. Dans les clubs, il y a plus... Nous, on a vécu l'aspect négatif des clubs. En fin de course, les clubs, dans le fond, se sont appropriés du territoire. Et là, les Québécois, éventuellement, ont changé de façon d'être. Pêcher dans la rivière qui est devant chez nous. Ils ont voulu pêcher dans la rivière, puis il y avait le temps maintenant de le faire. Et là, il y a eu comme une espèce d'antagonisme entre les pêcheurs sportifs locaux et ces riches Américains-là. Mais ils ont eu leur place. Il faut dire qu'ils ont eu leur place à un moment donné dans l'histoire. Puis il a bien fallu à un moment donné que le gouvernement réagisse aux pressions sociales, aux pressions politiques pour dire, l'histoire a maintenant changé, puis on passe à une autre époque. Bien, c'est ça. Puis tu mentionnes effectivement que peut-être nous, on a vécu plus l'aspect négatif des clubs. Il en reste encore quelques-uns, mais ces clubs-là, en fait, on a aussi les contre-coups positifs, puis auxquels on ne connaît pas souvent, en fait. Dans une discussion précédente,
vous avez déjà mentionné à quel point ils avaient aussi servi la conservation du saumon par leur présence. C'est quoi cet héritage-là aussi qui reste des clubs? Ben, moi, ce qui me reste dans la tête, une chance qu'il y a eu ça, ces clubs-là. Parce qu'il n'y en aurait plus de saumon. Ouais. Peut-être, on sera peut-être en plus en mauvaise situation, mais s'ils ont eu un effet même peut-être exécrable momentanément sur place parce qu'ils contrôlaient des secteurs de rivière. L'histoire seigneuriale, les terres réservées par... c'est les seigneuries. C'est ça qui est réglé. C'est quelle année? 18? Ben, le système seigneurial a été maintenant en force jusqu'en 1884. Ça veut dire que jusqu'à 1884, le gouvernement, quand il concédait des lots de terre, c'était à des seigneurs qui, eux, avaient l'obligation d'avoir des censitaires. Les censitaires se subdivisaient le territoire en lots et puis ils devaient l'exploiter pour la forêt, pour l'agriculture. Et en face, si les seigneuries étaient établies le long du fleuve ou dans la baie des Chaleurs ou le long du golfe, bien, ils pouvaient pêcher la morue, le saumon, l'anguille, tout ce qui passait en avant chez eux. Alors, c'était des pêcheurs agriculteurs. À la ZEC de la Grande Cascapédia, puis j'en ai parlé dans un autre balado, il y a une image qui m'a frappé sur le train. Là, on voit le train qui est là, parce que vous dites que ça a protégé en partie la ressource, mais quand je vois l'image de ces Américains-là avec les boîtes de bois, là, toutes les boîtes sont dans sa façon... les perches. Puis là, il y a des saumons dans des boîtes de bois glacés, puis on retourne dans le Maine, ou on retourne, je ne sais pas par où ils sont. Il en partait du poisson, là. Ah, il en partait. C'est gros, là. Puis ils allaient le fumer, ils allaient le faire cuisiner, ils allaient le faire préparer, en saumurer peut-être pour le garder pendant... Je ne sais pas s'ils vendaient ça, mais il y avait quand même pas mal de saumons qui sont sortis du Québec là, à ce moment-là. Oui, c'est certain, mais il en sortait encore plus dans les pêches commerciales. Dans les pêches commerciales, absolument. Mais éventuellement, c'est des barils. Ah, c'est des barils, ben oui, c'est ça. Des barils, exact. Des quintaux. On a longtemps pensé que c'était la peau de castor, la richesse, mais tu sais, autant la morue de l'autre côté. La morue, c'était extraordinaire. Puis ça pouvait se conserver pendant 2 ans. Donc, quand là, on se retrouve, on se retrouve un petit peu dans les années, 40, 50 à peu près à ce moment-là, quand ça commençait avant parce que, tantôt vous nous avez dit les années 70, mais que ça s'est passé un peu avant. Ouais. Donc, cette réflexion-là, ces discussions-là, dans les années 50, ça a commencé à grenouiller et à faire comme, OK, là, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est ça? Effectivement. Dès les années, la date exacte, bon, je me souviens... Oui, il n'y a pas de date précise, mais... Au milieu des années 50, déjà, en Chambre, à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui posaient des questions. Ils commençaient par poser leurs questions de façon discrète. T'sais. Comment ça nous rapporte à nous, Québécois, l'allocation de ça? Et puis là, des réponses étaient données là-dessus, mais ça cachait en arrière, peut-être qu'il y aurait moyen de faire d'autres choses que de louer. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser. Peut-être qu'on pourrait s'organiser un système qui pourrait rapporter autant d'argent, dans le fond, mais dont les Québécois et les Canadiens seraient les bénéficiaires au premier titre. Alors ça a commencé déjà vers le milieu des années 50. Puis Gilles pourra en parler. Parce que dès les années 60, là, ça grondait vraiment fort. Et jusque des années 60, l'une des seules rivières du Québec, puis c'est une rivière où Gilles a travaillé, qui était ouverte au public, c'était la rivière Matane. Ah oui? Ah ouais. Pendant longtemps, seule la rivière Matane a été ouverte au public. Puis les clubs qui existaient sur des rivières comme rivière Capcha ou Natashquan, Corneille, d'autres, des grandes rivières, surtout les petites rivières, le saumon devenant un petit peu plus rare parce que les variations de population, le saumon, ça monte et ça descend au fil des centenaires. Alors, il y a eu à cette occasion-là, dans les années 60, une diminution de population de saumon. Alors, il y a des clubs qui se sont éteints parce que ça produisait plus que ça devait produire. Et là, petit à petit, le gouvernement s'est accaparé par défaut de ces rivières-là. Puis les Québécois ont commencé à aller là. Et notamment sur la Matane qui, elle, avait été décluée de très, très, très longue date. Puis là, le goût de pêcher, puis le temps, le Québécois l'avait maintenant, il était sorti des forêts, sorti des terres agricoles, puis il était venu en ville, puis c'était la civilisation du loisir qui arrivait petit à petit. Alors, dès les années 60, là, il y avait déjà des récriminations qui se faisaient. Donc, vous autres, comme jeunes biologistes, mettons, on finit ses études à 22, 23 ans à peu près? On commence.
On commence, là, on commence la vraie vie, les vraies études. Quand tu finis ton bac, là, C'est pas grand. si tu continues pas, là. Ton savoir va se disparaître dans le fond de tes poches. Ouais, tu sais. Ça a été quoi, M. Schooner, votre première arrivée dans cette grande histoire là, du saumon? Donc, vous, après votre bac, donc, vous avez commencé à travailler. Ben, jadis, naguère, some time ago. Oui. Ça fait longtemps, ça, là. Ouais, ça fait longtemps. Comment est-ce qu'il était, Samuel de Champlain, comme homme? Un chum. Bon, moi, j'ai été appelé au devoir déjà lors de ma première année de biologie. Puis là, je recule longtemps en arrière, puis je mets en cause le père de notre ancien premier ministre Couillard. Ah oui. Ouais. OK? Dont le père s'appelait Pierre et qui était mon professeur à l'Université de Montréal, qui était très, très, très ami avec un autre de mes chums par après devenu, Robert Bourassa, pas le premier ministre, l'autre, celui qui était biologiste et qui s'occupait du saumon. Les deux avaient fait leur cours à l'Université Laval en biologie. Ils s'alimentaient l'un l'autre. Puis à un moment donné, pendant un cours à l'université, le docteur Couillard, il sort un papier, il dit « J'ai reçu tout juste un télégramme de mon ami Bourassa de Québec, de Robert Bourassa, qui se cherche un étudiant pour l'été, pour aller travailler sur la Côte-Nord, c'est loin, ça revient dans l'Abitibi, pour une station de biologie de saumon. » Non. Non, vous n'avez pas levé la main. Non. J'ai regardé, puis il n'y a personne qui a levé le pied, puis ni la main. Puis moi, quand le docteur est passé à côté, le docteur Couillard, c'était moi ce job-là. Monsieur Schooner, je prends votre nom. Il n'était pas ressorti, puis que moi, j'étais ressorti. Il revient, il dit, vous avez la job, monsieur. Ah, ouais. Ben, oui. tu sais, c'est fait pour moi, ça. Vous le saviez? Ben, tu sais, c'est là que ça a commencé, l'aventure. Tellement que j'ai travaillé là, ça revient à Abitibi, c'était une première station de biologie qui existait. Il y avait celle de, c'était quoi là, en Gaspésie? Grande-Rivière. Grande-Rivière, la station de recherche de Grande-Rivière, qui appartenait à l'industrie commerce à l'époque. Oui, ben non, ça s'appelle. À l'époque, c'était le ministère de l'Agriculture, de la Colonisation, de la Chasse et des Pêcheries. Oui. Si on trouve ça compliqué maintenant, avec le split des ministères, on dira rien, là. On leur donnera pas d'idée. C'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Fait que j'ai travaillé là-bas comme étudiant. Mais dites-moi donc, c'est quoi ça, une station? Quand vous dites une station? Une station de biologie, c'est un endroit... C'est un campement, là? C'est 2 tentes avec une table? Là? Ben, Non, au début, oui, c'est okay. ça. Oui. Je l'ai vécu, moi, de cette façon-là, pour commencer. Là. Et après, on a eu des bâtisses. Il a envoyé un crayon, il vous a envoyé un stylo. Ouais. Avec un efface. Avec un efface, surtout l'efface. Une Stedler. Ouais. Mais vous preniez des données sur ben là, sur on le avait saumon, c'était quel genre de première chose qu'on avait à faire, c'était, ça donnait en 60 justement dans la sortie des pêches commerciales, des embouchures de rivières. Okay. Parce que comme Yvon le disait, là, la pêche se faisait dans les embouchures de rivières. Tu sais. Quelle belle trappe. Sur la rivière Nabitipi, il y avait pas moins de 12 filets entre l'embouchure et la première chute, 1 mille plus loin. Ils poignaient tout ce qui passait, là. C'est sûr. Ça fait que là, on l'a utilisé, le pêcheur, parce qu'il n'y avait pas de budget pour ça. Ils ont dit, ben, tu vas continuer à pêcher, parce que là, ils l'avaient interdit. Mais tu gardes ton saumon, ça va être ta paye. C'était payant pour lui, là, tu sais, là. Il n'arrêtait pas, puis il prenait son poisson, il l'éviscérait, puis il le mettait sur la glace, puis il allait le porter à Natashquan pour l'expédier sur le marché. Ensuite, à Montréal, tout partout, là. Puis vous faisiez quoi avec les poissons, là? Ben, c'est lui, il gardait. T'avais pas d'échantillons? Non, ben, on faisait des relevés. Des relevés. D'écailles, de longueur, de poids, de gonades, de maturation, puis des choses comme ça. OK. Plus, à un moment donné, je me suis mis à m'intéresser à la rivière elle-même, l'habitat.
Puis j'ai décidé que c'est là que je faisais ma thèse de maîtrise. Wow. Ramasser des petits saumons à 3 espèces d'habitats différents, du sable et du gravier, puis du pur gravier, là. Tu vois les différences. Les différences, c'est quasiment instinctif, là, tu sais. Tu es certain qu'en partant, tu dis, tu vois la différence entre celui qui vit sur du sable et celui qui vit dans un caillou en haut avec les insectes. Là. C'est évident, là, tu sais. Mais on a trouvé à ce moment-là, au cours pendant qu'on pêchait, on pêchait surtout avec des filets, des seines, et on pêchait, on l'a appris ça, comme comportement. C'était plus avantageux d'attendre à la fin de la journée pour pêcher, parce que le soir, les petits saumons, ils se rapprochent des berges. Fait que là, on passait, puis on avait des récoltes incroyables. Et là, à un moment donné, en ouvrant ça, on est d'une tente, là. On n'est pas d'un château, là. Puis des bébites. Oui, il doit en avoir la bébête. Puis on pesait, on mesurait, puis bon, des fois, il y avait plusieurs poissons à traiter, là. Il fallait pas... Moi, je les faisais immédiatement. On les ouvrait, et on commençait ça à 7 heures, puis à minuit, à peine on finissait, là. Wow, ça faisait de la grosse journée. Et là, on a trouvé... À un moment donné, regarde ça. Ça, c'est un mâle. Là. Les mâles, tu sais, c'est une petite gonade toute petite en haut, là, puis un petit fil comme ça. Là. Puis la différence avec la femelle, lui aussi, qui est comme ça, elle, on peut voir les œufs dedans. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Puis même, j'avais un microscope portable, là, tout petit, de poche. On se fait un frottis. Là. Tu regardais, tu voyais très bien les petits œufs là-dedans. Puis lui, ici, il n'y avait absolument rien. Puis à un moment donné, au cours de l'été, on s'est aperçu qu'il y avait une masse blanche. Il commençait à avoir une tension chez le saumon mâle. Oui, la fait que tu dis, une tension. Une tension. Une propension, en tout cas. Puis c'est les gonades qui se développaient. Excuse. Puis là, les gonades qui se développaient. Puis là, tu dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'ai un petit poisson grand comme ça, là. Puis il y a des gonades qui commencent à se développer. C'était pas connu avant? Non. Au Québec, non. Pour vrai? Oui. T'as connu en Angleterre. Ah ouais? Oui. Horton et Jones. OK. Une étude qui a faite là-dessus. Fait que dans le fond... Oui, il y a Jones. C'est ça. Qui a le livre sur le saumon de Jones. Là, c'est là que j'ai découvert dans la littérature que c'était des mâles précoces. Wow! Puis qui frayent, effectivement. Effectivement, mais là, c'est connu. Absolument, oui, c'est connu. Donc, vous parlez de poissons qui sont à peu près gros comme ça? Non, les tout petits. Ceux-là étaient des petits, 1 an, puis ensuite 2 ans, puis 3 ans, puis on s'est aperçu aussi que dans le lot, à mesure qu'on se rapprochait des smolts, les smolts, c'est quand ton saumon est à peu près 6 pouces, là, il a fini de vivre en rivière, il va migrer, s'en aller. Mais quand on fait le sexage des smolts, techniquement, à la naissance, c'est 50-50, mâle-femelle. À 1 an, c'est encore ça. Mais plus tu vas, là, il y a moins de mâles, puis un petit peu plus de femelles. Puis quand on arrive sur la dévalaison, là, on a 66% à peu près de femelles, puis les autres, c'est des mâles. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des mortalités chez les femelles, chez les mâles. Hein? Ouais. La différence, c'est quoi? Ils frayent. Tu sais? Il y a un coup à la fraye. Il y a un coup à la fraye. Ah ouais. Ouais. Puis il y a des mortalités. Absolument. Parce qu'il se met juste sur le... Puis tout a été filmé, ça. Pas pour nous autres, mais par les Anglais. C'est extraordinaire à voir. Tu vois, le petit saumon qui est juste planté sur le nid de fraye. Le nid? Non. Sur la sortie des œufs. De la femelle. Cloaque, là. Ouais. Puis il est là, il est planté là. Oui. Il y a la place privilégiée pour arroser les œufs quand ils sortent. De sorte que... Puis ils ont tous vérifié ça après. Puis ils sont efficaces, très efficaces. Ils contribuent beaucoup à la reproduction. Oui, c'est surprenant, effectivement, mais les tacons précoces, maintenant, c'est plus connu. C'est combien de pourcentage, à peu près, de contribution? De rivières et de... Ça varie beaucoup. Selon les rivières. Mais ça, c'est une affaire que j'ai toujours regardé là. C'est-tu comme ça chaque année? Puis ça varie-tu à l'année?
C'est quoi? La signification biologique, on la comprend, là. Ouais. C'est un mode de survie. Puis C'est une police d'assurance que la police population de d'assurance saumon se donne. Incroyable. Oui. Ouais. Ouais. On demande de l'aide. On demande de l'aide. Les mâles, les gros C'est mâles font, écoute, on demande aux ados de passer dans le coin aussi C'est parce ça. qu'on a des œufs en masse. Ça doit être. J'essaie de faire Non, mais vulgarisation. effectivement. Je trouve L'omelette est qu'entre bonne, là. entre les adolescents et la police d'assurance, on est dans On une n'est belle pas loin de ça. Là. vulgarisation. Ça. Mais aussi, pour cette espèce-là, l'avantage de cette espèce-là, parce qu'il faut dire que le saumon, en tant qu'espèce, au niveau évolutif, c'est une espèce strictement d'eau douce, comme les truites, là. Ouais. Bon, l'avantage qu'une femelle a d'aller en mer, c'est que la quantité d'œufs qu'elle va déposer va être proportionnelle à sa dimension. Tandis que pour le mâle, la quantité de sperme qui est disponible dans un petit poisson est moindre que dans un grand poisson, mais suffisante Ouais. pour assurer la Il y a de la fécondation. précision. C'est ça. Le jet est précis. Ah non, C'est ça. c'est un fait, là. Oui. Ben, Donc, il y a un c'est de là la avantage pour la stratégie. femelle de migrer en mer, puis cet avantage-là est existe, mais moins évident pour le mâle parce que tout son cycle vital peut se compléter en eau douce. C'est que dans un de mes prochains voyages de pêche, là, je vais avoir pris quelques Tu y gins avec penseras. un ami ou un beau-frère, puis là, je vais dire, j'ai rencontré un homme qui est allé avec une tente puis un petit microscope de poche avec le Pas père avec- de Philippe pas- Couillard. pas Il a avec trouvé sa- des petits tacons qui faisaient ça. Je veux dire, là, je prends le pouvoir autour du feu de camp, c'est sûr. Ils vont pas me laisser jaser pendant toute la nuit. Ah, t'es fait. Je suis fait. T'es Je vais peut-être vous appeler s'il me manque des détails. Non, mais quand vous revenez avec des études comme ça, parce que là, on dirait qu'on part de... Ben, c'est On pas- part du terrain, là. En fait, ce qu'il faut Ouais. dire, c'est que votre travail, votre passion, ça vous a amené sur le terrain. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'essais-erreurs, je suis convaincu. Il y a beaucoup d'études qu'on lit de l'étranger, tu sais, comme vous avez parlé des Anglais. Vous gavez de tout ce qui se passe. Mais maintenant, vous revenez avec ça. Mettons, cet été-là, je peux faire un petit peu de chemin là-dessus. C'est peut-être pas l'été où c'est tranchant, là, puis on dit que la page d'histoire s'est virée là. Ouais. Mais donc, vous revenez après 2 mois dans le bois, sur cette barre de cette Ouais, ben, rivière-là. Il faut ajouter à cet élément-là le fait que quand c'est dit qu'on est dans le bois, là, la bibliothèque, on n'en a pas. Oui. OK? C'est qu'on fait ça en Fait revenant. que tu remarques des choses, puis quand tu reviens à C'est pour ça le petit civilisation, calepin. C'est pour ça le petit calepin. ouais. Puis quand tu reviens là, des choses, tu te mets à regarder dans la littérature, tu te dis, coudonc, toi, lui, il parle de la même affaire que j'ai vue. Tu sais, on découvre ça après coup. Puis là, tu vois l'importance Du terrain. du terrain et de la découverte Oui. que tu as. Parce que moi, j'étais complètement... Je connaissais pas ça du tout, là, précocité sexuelle. Là. Mhm. Je l'ai appris de C'est pas à force. Pierreville qu'on apprenait ça. Ah. C'est un autre sujet. C'est un autre balado. C'est un balado qu'on va faire de nuit avec une bonne bouteille de vin. Ouais, non, mais c'est ça. Puis pendant ces années-là, mettons qu'on laisse, je laisse une petite pause à M. Schoner, mais M. Côté, Yvon, donc, comme jeune biologiste, vous, à ce moment-là, on arrive quoi encore dans les années 50, 60? Non, plus tard. Un petit peu plus tard, oui. Moi, 70. J'ai commencé au ministère en 71. Donc, la première job, là, mettons la première affaire où est-ce qu'on vous avez levé la main, là, tu sais, comme M. Schoner, ça a été quoi? Ça a été quoi les premiers pas dans cet univers-là? Ben, la première job que j'ai eu, le premier mandat que j'ai eu au ministère, c'est sur une rivière sur laquelle je travaille encore aujourd'hui, comme bénévole. C'est la rivière Madeleine. Les gens me demandent pourquoi tu travailles, à l'âge que t'as, pourquoi tu t'impliques encore sur la Madeleine. Mais je leur dis c'était une histoire d'amour. J'ai commencé à travailler, mon premier emploi. Pourtant, elle s'appelle Françoise. Ouais. Marie-Madeleine. Non, Mais- Ah ouais, ça non, parle oui, bien. Françoise. Donc, 71, j'arrive au ministère. La première affectation qu'on me donne, c'est Rivière-Madeleine, en Gaspésie, du côté nord de la Gaspésie. Puis on me dit, on a construit une passe migratoire sur cette rivière-là, sur une chute de 25 mètres de dénivellation. Une passe migratoire unique au monde. Hein? C'est unique Déjà au monde. vu. C'est magnifique. Incroyable. Incroyable. Oh, Et- une petite parenthèse? Une petite parenthèse, vas-y. Ben, c'est parce que la passe migratoire qui est creusée dans le roc, Oui, j'ai vu ça en Angleterre OK. aussi. Oui, il y en a. Oh. Mais ouais, c'est pas unique au monde, mais c'est Ouais. parmi les uniques. Tu sais, Ouais, c'est des ça. exemples comme ça, il y en a pas peu. Ouais. Ah non, C'est c'est pas ça, nécessairement la plus longue sous terre. Ouais. Il existe plus long que ça. Mais le concept de la passe, le concept de la passe lui-même, on n'entre pas dans l'hydrodynamique, mais c'est une passe migratoire spéciale.
qu'ils appellent orifice noyé à l'abordon, qui utilise la capacité de nage du saumon plutôt que la capacité de sauter du saumon. Dans beaucoup des passes migratoires, le saumon saute par-dessus les obstacles. L'obstacle est segmenté comme des marches. en petite hauteur, Lui, comme il des sort marches, pas il de saute. l'eau. Lui, il ne sort jamais de l'eau, c'est il énorme. navigue sous l'eau par des orifices qui ont été aménagés, comme un saumon qui va d'une roche à l'autre dans un rapide. Trouver son chemin. Trouver son chemin. Alors, c'est unique dans ce sens-là. Donc, la passe migratoire avait été conçue en 1967 par le ministère. C'était un projet de la Confédération, parce que 1967, c'était le 100e anniversaire de la Confédération. L'ingénieur en charge de ça était un ingénieur du ministère, Rénal Nadeau, effectivement, qui lui a fait son projet de maîtrise sur la rivière Napisipi avec ce type de passe-là pour l'expérimenter. Puis, il a été mis en place après ça, 7-8 ans plus tard, dans la rivière Madeleine. C'est génial. Wow. Oh, oui, Il faut le dire aux gens, là, magnifique. ceux qui n'ont jamais visité la rivière Madeleine, c'est une rivière absolument extraordinaire. Je l'ai pêché juste 2 jours, mais il faut aller voir ces arrangements. C'est la beauté. Je trouve que l'homme a intervenu beaucoup dans la nature, mais quand c'est fait de cette façon-là, on dirait que le génie de l'homme, on le voit, on l'observe, puis c'est magnifique de voir les saumons monter. C'est très impressionnant. Donc, ça a été ma première affectation. En 71, c'était... Bon, il y avait pas mal de saumons qui avaient passé à chaque année dans la passe, mais personne n'avait été vérifié. Est-ce que ces saumons-là se sont reproduits ou est-ce qu'ils ont dévalé la chute? Est-ce que d'une année à l'autre, est-ce qu'ils tendent à aller plus loin dans la rivière? Alors ça, c'est les questions qu'on me posait. Donc, j'ai été le premier en 71 à me rendre sur le haut de la rivière. Il y avait des gardiens, des vieux gardiens de rivière, des gens, dont un des 2 gardiens était né sur le bord de la rivière, en plein bois, à peu près à 15 000 dans le bois. Il était né là et il avait vécu là toute sa vie. Alors, donc, pendant 5 ans, je suis retourné et on a constaté qu'effectivement, le saumon se reproduisait de façon efficace dans la rivière Madeleine et que d'une année à l'autre, il allait toujours un petit peu plus loin, comme si le saumon indiquait le chemin aux saumons qui viennent d'après, puis probablement les jeunes saumons. Nous sommes présents là et vous pouvez aller plus loin. Alors, c'est là que l'histoire a commencé, puis mon affection aussi pour les gens de la rivière Madeleine, juste une petite histoire, là, 30 secondes. Ces vieux guides de rivière connaissaient peu de choses, mais ils écoutaient quand même la télévision quand ils revenaient au bord de la mer. Puis, un homme et son péché. Un homme et son péché. À un moment donné, le plus vieux des 2, qui s'appelait Titoine, il me dit « Hey, monsieur Côté, vous avez fait un cours en biologie? » « Ah oui, oui. » Mais il dit « J'ai écouté quelque chose à la télévision la semaine passée. » Puis là, il disait que tous les animaux, toutes les bébites qu'il y a sur la terre, ça sert à quelque chose. Ouais, je dis oui, c'est vrai, les uns se mangent, puis tout ça. Mais il dit, expliquez-moi non, à quoi ça sert un maringouin? C'est sûr que dans le bois autour de la rivière Madeleine, des fois, on se pose la question. Puis là, j'ai répondu, j'ai dit, Monsieur Côté, c'est Monsieur Côté. Je l'appelais pas Titoine, plus tard, je l'appelais Titoine. Monsieur Côté, ça sert à vous faire parler. Oui, exactement. Ah, puis ça nourrit une coupe de chaussures. Ça nourrit une coupe de chaussures. Le lendemain, quand on casse la glace comme ça avec ces vieux gens-là, après ça, ils ont confiance. En fait, j'ai passé la première journée que je suis arrivé là, ils n'ont pas voulu naviguer sur la rivière avec moi. La rivière est trop basse. Une journée après, elle est assez haute. Non, je devais passer le test. De bienvenue chez nous. De la confiance exact. de tout ça. Wow. Donc, on se retrouve, quoi, dans les années... Oui, bien, peut-être, là... On avance un peu. On avance et on va navigue. reculer, on avance, on recule et tout ça. Tout le monde a parlé un peu... Bon, c'est ça. Dans le fond, les clubs privés, donc, est arrivé le temps du déclubage. En parallèle de ça, il y avait aussi toute la fin des pêches commerciales. On s'entend que ces études-là. Ça devait être un gros... il devait y avoir quand même beaucoup de tensions. Comment ça s'est passé? Comment c'était accueilli dans le milieu puis dans la population? Si on parle de l'accueil de la pêche commerciale, là, c'était 2 volets. C'est sûr que localement, les gens qui voulaient pratiquer la pêche sportive étaient satisfaits parce qu'à l'époque, là, ils se pêchaient, disons, on va mettre ça en chiffres, là, très approximatif, ça vous donne une idée. Là. En Gaspésie, ils pouvaient se capturer 25 000 saumons. À 10 livres le saumon, ça faisait 250 000 livres. Puis dans la pêche sportive, ça en prenait peut-être 3-4 000. Alors aujourd'hui, dans la pêche sportive, là, dans les rivières de la Gaspésie, c'est plus que ça. On n'est pas loin du 15-20 000 qui se prend au total. Donc, au moins une dizaine de mille en tout cas. Donc,
ça veut dire que la ressource était accaparée par un secteur de pêche, puis les autres ne pouvaient pas en bénéficier. Alors, tous les pêcheurs sportifs étaient évidemment, et dont l'AFQSA, c'était l'ancêtre de l'AFQSA, qui était l'Association des pêcheurs sportifs de saumon du Québec, qui est devenue l'AFQSA. Donc, défendait évidemment les pêcheurs sportifs, et il a fallu faire quelque chose. Il a fallu négocier avec les pêcheurs commerciaux. Vous avez racheté les baux? En fait, il y avait-tu des permis aussi? Il y avait des permis. Les permis avaient été c'était pas écrit dans la loi, mais c'était pratiquement héréditaire de père en fils parce qu'il était toujours relié au lopin de terre qui était en face devant chez vous. Ouais. C'est ça. Donc, il a fallu... Le gouvernement a dit, bien, ces pêcheurs-là, c'est pas des mécréants, dans le fond. Ils ont contribué à l'évolution du Québec. Ils ont contribué à faire ce qu'est le Québec aujourd'hui. On est rendu maintenant à une autre époque. La ressource, il faut se la répartir autrement. Donc, ces gens-là, on ne fait pas simplement fermer la pêche. Oui, on va la fermer, mais il y aura une compensation qui va être faite, qui va être donnée pour ça. Compensation pour racheter les équipements, parce qu'il y avait quand même des moteurs, des chaloupes, des embarcations, tout ça, des filets. Donc, il y aura une compensation prix à valeur à neuf de tous ces équipements-là. Puis ensuite, dépendant des déclarations que vous avez faites, et là, il y a des gens, des fois, qui ont regretté amèrement de ne pas avoir fait des bonnes déclarations, mais dépendant des déclarations que vous avez faites, qu'on peut vérifier à l'impôt, vous aurez une compensation où on va capitaliser votre revenu annuel. Puis on va vous fournir le capital qui génère les mêmes... Ceux qui ont menti, ils se retrouvent avec... Ben là, c'est ça. J'avais pas des grosses années, monsieur l'inspecteur d'impôt. J'avais pas des grosses années, mais là, tu n'auras pas un gros rachat. C'est ça. Là, on l'a vu, une nouvelle lecture. Les gens disaient, oui, on vend commercialement, puis c'est racheté par des marchands, puis c'est réexpédié ailleurs, à Montréal ou sur d'autres marchés. Mais on faisait aussi du marché local. Nous, on vendait ça sur le quai, là. Ben là, on n'a pas de statistiques pour ça. C'est la bonne franquette. Il n'y a pas de casier à bonne franquette. C'est une petite parenthèse, dans le fond. Mais, donc, ça s'est relativement bien réglé. Et ces rachats de pêche commerciale, se sont faits sur plusieurs années. Il y a d'abord eu un premier programme de 5 ans. On peut-tu sortir juste les dates exactement? De 1972 jusqu'à 5 ans plus tard, 77-80. Mais ça a été étiré après ça une année à la fois. Parce qu'il faut dire qu'il y avait 2 éléments là-dedans. Tous les pêcheurs qu'on a pu, on les a rachetés. Ceux qui ont dit non, nous, on prend la chance qu'un jour la pêche va recommencer, bien là, le gouvernement donnait une compensation annuelle. Puis jusqu'en 77, après ça s'est répété, 78, 79, 80, 81. En 81, là, on s'est dit, bon, ben, on va faire, parce que là, il y avait beaucoup de, ces pêcheurs-là exerçaient de la pression aussi. On a dit, on va faire une expérimentation juste dans la baie des Chaleurs, parce que dans la baie des Chaleurs, il semblait y avoir plus de poissons. Et là, on va voir sur une pêche expérimentale limitée où on va vous suivre ce que ça va donner. Puis si on s'aperçoit que les résultats sont maigres, bien, ça va arrêter là. Puis si les résultats sont valables, bien, on continuera. Ça a donné qu'en 81, ça a été une bonne année de saumon. Fait qu'il y avait pas mal de saumon dans les rivières, puis il y avait pas mal de... Puis les pêcheurs avaient un quota. C'était pas illimité comme auparavant. Et puis, tout le monde s'est satisfait. Donc, en 82, on dit, bon, on va extensionner ça sur le nord de la Gaspésie. 83, je me suis trompé, c'est 82, premier essai, 83. Un essai en 83 sur le nord de la Gaspésie, catastrophe. L'année 83, c'était pourri dans le saumon. Ouais. Pas juste au Québec, là, partout. Alors là, on s'est dit, ben non, là, on a frappé des bonnes années, mais il y a aussi des mauvaises années à venir, puis on sait que les populations montent et descendent, mais aussi la tendance générale sur 100 ans, c'était à la décroissance. Fait que là, on a dit non. Là, on arrête. Là, c'est fermeture obligatoire, rachat obligatoire de tous les pêcheurs de saumon de la Gaspésie. Sur les 150 qui existaient à l'origine, là, vers les années, fin des années 60, il en restait 100 qui avaient été gardés, qu'on n'avait pas rachetés. On a racheté ces 100-là. Puis on a même commencé à faire un petit rachat local sur la Côte-Nord. Quand on parle des rivières de la Gaspésie, là, je suis curieux, puis il y a beaucoup de pêcheurs, pêcheuses qui nous écoutent, là, mais on passera à d'autres choses après, mais c'était sur quelle rivière qu'il y avait le plus de pêcheurs commerciaux? J'ai de la misère à visualiser. On dirait que c'est mais d'abord, c'est plus dans les rivières, comme Gilles disait tantôt. C'est à l'entrée. Donc, à l'entrée de la York, à l'entrée de des estuaires. Dépasser les estuaires, c'est ça. Ah ouais. Comme à Gaspé, si on parle Gaspé, là, là où le pêcheur pêchait, c'est là où il y a la station des chemins de fer actuellement. Oui. Bon, ça partait de là, non, si on parle de York, là, c'est du côté sud de l'estuaire, du côté de Percé, dans le fond. Là, il y avait 7 ou 8 pêcheurs de ce côté-là.
Ensuite, un peu plus loin, en s'en allant vers la Dartmouth, il y avait aussi un autre 7-8 pêcheurs qui étaient là. Tu sais, c'est pas des masses, là, tu sais, c'est des petits nombres. 7-8 là, 7-8 là. Après ça, ben, du côté... mais tu les additionnes. Après exact. ça, l'autre grande zone de pêche, c'était aux alentours de la Cascapédia. Et puis le fond de la baie des Chaleurs. Parce que le fond de la baie des Chaleurs, il y a la Cascapédia qui alimente le fond de la baie des Chaleurs, la rivière Bonaventure, la Restigouche. Puis du côté du Nouveau-Brunswick, il y a des rivières également. Fait que l'estuaire, la baie des Chaleurs, le fond de la baie des Chaleurs, c'est un entonnoir. Fait que c'est sûr que c'est des endroits faciles à pêcher parce que là, le saumon se concentre nécessairement le long des rives. C'est un entonnoir. Ça dirige le saumon vers les rivières qui aboutissent dans ces coins-là. Donc là, il y avait pas mal de pêcheurs aussi. Fait qu'on a procédé au rachat de... Dans ce coin-là, il y avait peut-être une vingtaine de pêcheurs. On a racheté ici. Et puis les autres, là, peut-être même un peu plus, disons, parce qu'il y en a 100 au total. Là. Fait qu'on a racheté jusqu'à Métis pour la Gaspésie. Wow. Quelle époque, on parle, on dirait. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Non, c'est ça qui est impressionnant. Chiffrer ça? En nombre de pêcheurs... Non, le chiffre en termes de rachat. De rachat. Et mon Dieu, c'est dans les millions. Moi, là. c'est Gilles. Oui, monseigneur. Non, le montant exact, là, c'est peut-être que le premier rachat, ça a dû être par pêcheur. Donnons des exemples, ça, on ferait une multiplication. Le pêcheur qui a reçu, dont le coût de rachat était le plus élevé, était juste à l'embouchure de la rivière Cascapédia, M. Gagné. J'aurais des histoires à vous conter. C'est un phénomène. Monsieur Gagné, on a le temps. Une petite parenthèse après ça, après les montants. Juste le rachat de M. Gagné. Le rachat de M. Gagné, c'était 100 000. Mais 100 000, ça, on parle de 1980, c'était quand même pas mal d'argent. Oui. Bon, M. Gagné, c'était un phénomène. C'était un pêcheur commercial. Je vais vous donner une histoire de ça. Lui, puis il y a un petit peu de vrai dans ce qu'il dit, mais il exagérait à sa façon. Un Gaspésien. Oui, Gaspésien. Lui, il disait, un oiseau sur son nid, on va-tu chasser ça, un oiseau sur son nid? Bien, la réponse, c'est non. Bien, un saumon, où est-ce qu'il se reproduit? Dans la rivière? Pourquoi qu'on le pêche? Essayez de répondre à ça. Ouais. C'est l'image. C'est tellement c'est exagéré, images. Puis c'est ne pas prendre en compte la façon dont la reproduction et les montées de saumon se font. Mais c'est l'image que ça donne, le produit terminal de deux choses. La reproduction de l'oiseau et la reproduction du saumon. Pourquoi tu vas les pêcher là? Nous autres, dans la mer, eux autres, leur théorie, c'est les poissons qui arrivent de la mer, ils ne s'en vont pas nécessairement. Ils passent par là, ils sont sur la terrasse, là, ils ne sont pas encore, ils vont pas monter. Ils sont en train de naviguer. Ils n'ont pas demandé le menu encore. Là. Non, c'est ça. Pour eux, les poissons naviguent, puis ils ne se dirigent pas nécessairement vers les rivières. Fait que nous, on les pêche là, mais qui dit qu'il est pour aller à la rivière? Puis il y en a même, à un moment donné, pendant ce temps-là, qui me disait, Yvon, il y a des affaires que vous autres, les biologistes, vous ne savez pas. Il y a des saumons qui peuvent se reproduire en mer parce qu'il y a de l'eau douce qui sort du continent en mer, puis les saumons peuvent aller là. C'est un fait qu'il peut avoir des sources d'eau douce en mer. Mais ça a été depuis toujours. Depuis toujours, tu sais, entre les pêcheurs, entre la connaissance, puis ce qu'on entend de votre part, c'est que vous étiez aussi sur le terrain, parce que le cliché qu'on a, c'est que les biologistes sont dans une bibliothèque un peu éloignée du terrain. Puis effectivement, il y a aussi beaucoup de connaissances qui viennent du terrain. Mais je pense que depuis les 50 dernières années, on l'a vu avec la forêt, on l'a vu avec le caribou, on l'a vu avec la pêche à morue, on l'a vu avec... Il y a plusieurs écosystèmes qui sont ébranlés. Puis je pense que ça prend l'aide de tout le monde, mais ça prend aussi des gens qui font des essais-erreurs dans leurs études, puis qui font comme j'ai lu ça. Attention, mais ça glisse. Ça glisse, là. Il n'y a plus de... Ça glisse. Quelle époque. Écoute, on est dans du crunchy, j'aime ça. Crunchy. Mais déclobage, on n'a pas fait le tour de ça, en fait. C'est ça, parce que là, j'essaie de repenser au bord de rivière. J'ai ma maison sur une rivière. Mon père pêchait à l'embouchure de telle rivière, une belle rivière, mettons, du côté sud. Là, puis, donc, je me retrouve... Est-ce qu'à ce moment-là, donc... parce que, tu sais, ce qu'on sait comme pêcheur, c'est qu'il y a des endroits qui sont encore privés. Il y a des endroits, tu sais, les propriétés privées. Ben, je sais, j'ai eu le plaisir de pêcher dans une fosse qui appartenait à un Américain. Maintenant, on faisait une émission de télévision. Fosse. Ouais, une vraie fosse. On n'a rien pris. Puis tout le monde nous disait, c'est sûr, tu prends un saumon là, on n'a pas pris. J'ai fait de retourner ça m'attendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore des secteurs privés. Il y a des secteurs qui sont gérés par des pourvoiries. Mais mettons, dans les années 77, 78, donc comment ça s'est divisé, tout ça? Comment, tu sais, M. Chauner, vous étiez aussi peut-être pas, vous étiez plus au nord, vous, à ce moment-là, mais il y a quand même des pourvoiries au nord.
Comment ça s'est divisé, cette affaire-là, de dire il n'y a plus de pêcheurs commerciaux, puis là, à un moment donné, on tombe dans une nouvelle page à écrire. Oui, mais ça, c'est une décision gouvernementale, point. Là. C'est une application. Puis est-ce que le déclubage, le déclubage, dans le fond, c'est comme fait un peu en parallèle de ça? Oui, les deux mouvements en parallèle. Est-ce que le déclubage, ça a fonctionné un peu de la même façon? C'est-à-dire, il y a eu comme un rachat des terrains ou comment ça s'est déroulé avec les propriétaires de ces clubs privés-là? Ça dépend beaucoup des cas. OK. Dans la plupart des cas, il n'y a pas eu de rachat. Okay. Il n'y a pas eu d'expropriation. Ce que le gouvernement a aboli comme club privé, d'abord et avant tout, c'est les clubs privés qui étaient loués sur des terres, en guillemets, domaniales, des terres qui appartiennent à la province. Alors, donc, c'est des domaines publics qui avaient été loués, morcelés. On donne ça à tout le monde. On donne ça à tout le monde, à des clubs. Oui. Ça a été subdivisé de façon correcte. Là. Bon, on a d'abord mis fin à ces baux-là, des baux de location. On a mis fin. Ça coûtait rien. Ça coûtait une décision politique courageuse à faire, qui a été faite en 2 temps, qui a été faite en 1977 par le ministre Duhem pour tout ce qui existe comme club privé, autre que pour les Rivières-à-Saumon. Et puis, des mots même de M. Duhem, disait le cas des Rivières-à-Saumon, ça va venir un petit peu plus tard, parce que les Rivières-à-Saumon, c'est plus délicat. Oui. Il y a des intérêts, oui, on le connaît, des intérêts économiques, financiers importants, mais la ressource aussi est tout à fait différente. Puis, ce qu'on a développé comme modèle pour gérer s'applique bien pour les lacs, les terrains de chasse, mais ça ne peut pas s'appliquer pour les Rivières-à-Saumon. Fait que là, le gouvernement a pris, ça a été 4 ans, donc ça a été annoncé en 1979, non, ça a pris 2 ans. En 81, le ministre Lessard a dit, bon, ben là, commence le déclubage des Rivières-à-Saumon. Il déclubait évidemment sur, comme je disais tantôt, sur les territoires de l'État. Et puis, ce qui avait été fixé comme politique, c'est de dire, bien, on va regarder c'est quoi l'accroissement naturel de la pression de pêche, puis on va s'organiser pour satisfaire à l'accroissement naturel de la pression de pêche. La pression de pêche augmentait annuellement de 3000 jours pêche par année à cause de la démographie du Québec. Et le Québec était jeune, nous étions jeunes et nombreux, et nous arrivions dans la société. Et donc, la première année, il y a eu 6 rivières, incluant la York. La Matapédia a été faite en 72, un petit peu avant. Rivière Sainte-Marguerite. En tout, on en a déclubé 6 dans le premier essai. Et puis, la somme de jours pêche disponible sur ces rivières-là, c'était 3000. La deuxième année, on en a déclubé pour 3000 jours, ça a pris 6 ou 7 ans. Pour, à raison de 3000, ça faisait 18 000 jours pêche, puis plus ce qui existait avant. Donc, ça a été le premier... essentiellement, le premier effort de déclubage, ça a été ça. Il est arrivé à l'occasion qu'il y a des clubs de pêche qui disaient, bon, ben notre club, on est sur terrain privé, mais là, la pêche chez nous est moins bonne qu'elle était, puis de toute façon, on subit des pressions, parce que cette pression-là est entourée par des terres publiques, puis partout alentour des terres publiques, les pêcheurs venaient pêcher. Donc, il y a des clubs qui ont dit, ben nous, on est prêts à vendre. On en a racheté un certain nombre sur la rivière Matapédia, notamment, et ailleurs. Et puis, de sorte qu'au bout de 10 ans, là, on avait pas mal déclubé tout ce qu'il y avait à décluber, puis racheter ce qui était rachetable. Il est resté, pour répondre à ta question, il est resté sur certaines rivières, dont dans le bas de la Matapédia, sur la Cascapédia également. Il est resté des territoires privés qui avaient été vendus avant 1854, parce que le régime seigneurial a été aboli en 1854. Après 1854, tout ce qui était cédé à des gens qui voulaient acheter des propriétés privées ne comprenaient pas le bord de rivière, ne comprenaient pas les droits de pêche. Mais avant ça, donc, ça avait été acheté. Tout ce qui avait été acheté avant ça pouvait être un terrain privé sur le bord de la rivière avait des droits riverains. Alors, droit de rive, droit d'eau, droit de minage sur le fond de la rivière, droit d'endiguer la rivière sous condition, droit de pêche également. Alors, le gouvernement a racheté tout ce qu'il a pu racheter, qui est devenu disponible sur le marché, mais il est resté à plusieurs endroits. Donc, moi, je dirais que sur à peu près toutes les rivières de la Gaspésie, si les gens regardent, là, il existe des petits bouts de rivières qui sont de nature privée. Il y en a sur la Bonaventure, il y en a sur la Cascapédia, il y en a sur la Matapédia. C'est aussi tout un contexte politique. Tu sais, quand on parle des années 70, bon, je suis né en 68, là, je peux pas, j'ai quelques cheveux blancs, mais je peux pas vous cacher que j'ai été bercé par des parents là, qui ont été assez actifs à ce moment-là. Mais
c'était aussi le Québec aux Québécois. C'était dans le sens que, tu sais, vous étiez poussé par une vague nationaliste comme biologiste, comme avec les décideurs, les ministres qui se mettaient en place, la montée du Parti québécois. Il y avait tout ça aussi, sûrement. Là, tu sais, est-ce que ce vent-là... Ça n'a rien à voir avec les Anglais, là. Non, pas du tout. Ça frottait quand même de partout, dans le sens que, tu sais, c'est assurément... Non, là, tu sais, les Américains. OK, on parlera pas de ça, là. On se fait des guillemets comme ça avec des clins d'œil, mais juste que, cette envie-là, c'est Jean-Pierre Ferland, Ginette Renault qui chante ses plaines, c'est la montée du Parti québécois, c'est le nationalisme de Jean Lesage, c'est tout ça qui est le terreau de tout ça, comme biologiste, comme scientifique, ça doit être génial, parce que là, à un moment donné, tu fais, on n'avait pas notre terre à nous. C'est ça. Là, c'était le retour. Ça devait être inspirant, ça devait jaser. Il a dû se descendre une coupe de bonnes bouteilles, puis il y a des discussions politiques aussi. Moi, j'entretiens une retenue là-dessus. Oui, mais je pose la question naïvement comme un gars qui n'est pas un vrai animateur. J'entretiens une retenue, je vais t'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que ce que tu évoques, ce qu'on évoque, là, c'est de nature nationaliste, là, à cette époque-là, je n'avais pas ça, moi, dans ma tête. On verbalisait pas comme de non, c'est ça. C'était la passion intérieure qui faisait. Moi, j'avais pas, tu sais, je comprenais qu'il y avait des avantages que les autres n'avaient pas, etc., mais par ailleurs, je me disais, ben, s'il n'avait pas existé, probablement qu'on aurait plus de saumon, puis ils ont fait quand même beaucoup de protection. C'est pas tout est facile passé, de toute façon. Non, c'est mai 68. Mais je veux dire, la conscience profonde que j'étais parti avec une croix, puis tu sais, la mission. C'est avec le recul que moi, je me permets de dire ça, parce que tu sais, il y a eu mai 68, vous lisiez les journaux, la jeunesse, vous étiez des jeunes biologistes, la jeunesse, des jeunes ministres, c'est une autre façon, l'Église catholique. Je veux dire, tu sais, l'histoire, c'est plusieurs couches de vernis. Tu sais, je comprends qu'on n'est pas... C'est multi-pistes. C'est comme quand on parle du déclin, on a parlé dernièrement du déclin du saumon, on peut pas dire que c'est ça. C'est ça qui arrive avec le déclin du saumon. Ça vient de plus... Tu sais, les facteurs sont nombreux. Mais ça devait pousser... Il devait avoir un petit vent d'eau qui n'était pas pire. Oui, c'est sûr. Comme dit Gilles, nous, dans le fond, à la base, on est des scientifiques. On faisait, à ce moment-là, non seulement de la science, mais on faisait un petit peu de sociologie quand on participait à ces mouvements-là. On ne pouvait pas faire autrement. Quand on rachetait des pêcheurs comme ça, il fallait quelque part verbaliser avec ces pêcheurs-là, puis tenter de leur expliquer pourquoi on faisait ça. De la même façon aussi au niveau des clubs. Ceci dit, on n'avait pas à défendre ce point de vue-là. Mais il existait, parce que, juste vous relater un petit événement. À l'époque, il y avait un ancien conseiller politique de M. Lessard qui s'appelait Henri Poupart. Henri Poupart, avant d'entrer en politique, avait écrit un livre qui était paru dans la revue Parti pris. La revue Parti pris dans les années, milieu des années 50, milieu des années 60. C'était la revue des intellectuels au Québec. Revue qui était dirigée par des Gérard Pelletier, par des Pierre-Éliott Trudeau et d'autres. Et puis, la publication d'Henri Poupart, ça s'appelait « Le scandale des clubs privés ». Et lui, dans cette revue-là, lui, il se permet de faire la politique dans le sens des mots que tu dis. De dire, il y a des ça donne que ceux qui ont des avantages là, puis qui s'appellent clubs privés, c'est des gens qui détiennent beaucoup de pouvoir et puis qui ne travaillent pas de la façon dont on voudrait travailler aujourd'hui. Mais ça, c'est sûr que ça a mis de la pression sur le système. Mais nous, comme biologistes, on n'avait pas nécessairement... Non, absolument, ça je comprends, mais ça existait. Puis il y a aussi des histoires de vieux Gaspésiens, je me suis fait raconter ça de père ou de grand-père, mais des jeunes qui habitaient puis ils ne pouvaient pas pêcher la ressource qui était en avant de chez eux. Là, c'est sûr qu'au bout du compte, on fait... Mais ça se bâtit en toile d'araignée, toute cette histoire du Québec-là, puis on découvre à chaque fois. Mais donc, vas-y, vas-y. Je sais pas, en fait, c'est pour continuer un peu sur... en fait, j'aurais envie de continuer sur tellement d'affaires en même temps, mais continuer un peu sur le fait de la science.
justement, vous avez comme... Ben oui, il y avait des études qui se sont faites avant que vous soyez là, mais vous avez concrètement contribué à l'avancement aussi de l'acquisition de connaissances. On n'a pas nuit. On n'a pas nuit. Non, assurément pas. C'est quoi les choses, en fait, dont vous êtes les plus fiers ou les choses que vous avez trouvées vraiment intéressantes que vous avez faites à ce niveau-là de l'acquisition de connaissances scientifiques au niveau du saumon? Quand vous allez arriver devant Saint-Pierre, là, puis il va ouvrir la porte, là, vous allez dire, non, mais tu sais... Mais moi, je laisserai la parole là-dessus à Gilles. Oui. Ouais, pour la raison suivante, c'est que au milieu des années 60, tout était clubé, puis tout ça. Là. Puis les statistiques de pêche venaient des clubs, puis dans le fond, les biologistes, ça n'avait rien à voir avec ça. Là. Exact. Sauf un biologiste sur une rivière. On en a parlé tantôt, la rivière Matane, qui, elle, était ouverte au public. Alors, étant ouverte au public, le gouvernement avait la responsabilité d'assurer un suivi là-dessus. Et puis là, il fallait un biologiste qui s'occupe de recueillir les statistiques, les écailles. Il faut le laisser parler. Gilles a été celui qui a mis en place un système, à son époque, à sa dimension, un système de gestion biologique de la rivière, sur la rivière Matane. C'était le premier. Qu'est-ce qui s'est passé Ça, sur la rivière c'est ma Matane? rivière. Allez, je bois vos paroles. Ça, on parle des années... Sans cette conscience qu'on a en rétroaction. Oui, rétroactive. T'as pas parti avec une croix, moi, là. Donc, on vous envoie, le ministère vous envoie sa Matane. On m'envoie sur la rivière Matane. J'étais au ministère à l'époque. Ouais. Ouais. Mais même que le gouvernement, c'était moi. Ah oui? Ben non, mais sur place, il voulait parler au gouvernement. Ah ben oui. Et moi, je représentais le gouvernement. OK. On parle au gouvernement, là. Ah oui? Ben oui, les gens, c'était comme ça, là. Ah. La naïveté, là. Puis qu'est-ce que vous avez mis en place? De sorte que, finalement, c'est après coup qu'on mesure probablement l'impact de ces choses-là, mais sur place, tu ne réalises pas ça. Non. Moi, en tout cas, moi, je ne l'ai pas réalisé comme tel. C'était de la curiosité. T'es dans l'action. À posteriori. Mais c'est que la rivière Matane était équipée d'un barrage, et d'autres barrages aussi, un petit peu plus haut. Mais c'est une rivière magnifique, là. D'autant plus que les barrages, après, ils les ont enlevés, sauf le barrage de Matane qui existe encore. Mais il y a un système de passe migratoire super efficace. Et magnifique. magnifique. On les voit monter, et, c'est magnifique. Ça n'empêche pas là, le poisson de passer. Mais là, il y a personne qui se préoccupait à ce moment-là de donner des statistiques. T'sais, comment ils passent de poissons? Combien? Avez-vous profité du fait que les pêcheurs capturent des poissons pour ramasser des fourbir vos statistiques? Soit sur les données morphométriques des poissons, les poids, les sexes. Comment ça se passe, cette affaire-là? Là? Y a-tu du sexe ici, s'il n'y en a pas? Qu'est-ce qui se passe à Matane? Ben oui. Puis, parce que la collection de ces données-là, c'est essentiel, tu sais, pour savoir le pedigree de ce qui se passe. Et d'autant plus que la question des lectures d'écailles pour savoir le curriculum vitae du poisson, on n'en faisait pas beaucoup à l'époque. Là, on commençait à en faire. T'sais. Qu'est-ce que vous lisiez dans une... Parce que, tu sais, j'ai déjà... Ah, un roman. Un roman, mais dans une écaille, donc... Ouais, ben, l'écaille, c'est son empreinte digitale. Je vous laisse votre micro là. Ouais. Ça va être plus intéressant pour l'écouter. Ouais. Laisse son empreinte digitale. Ouais. Puis, mais avec une lecture qui est le reflet de la vie du poisson. Tu peux mesurer... les écailles, ils se forment en cercle concentrique et ils reflètent ta croissance. C'est-à-dire si, comme dans un arbre. C'est ce que j'allais dire, comme les nœuds d'un arbre. Non, pas les nœuds, non. Pas les nœuds, les cercles. cercles. Oui, Les les cercles de croissance. De sorte qu'en été, la croissance est rapide, les cercles se distinguent, sont plus espacés, puis au fur et à mesure que la température refroidit, la sève coule moins, la croissance est moins forte, puis pour le poisson, c'est pareil. Il mange beaucoup au printemps, au printemps,
Puis là, les écailles, c'est le petit poisson, comment c'est quand on commence? Les anneaux de croissance sont très, très, très visibles. Arrive l'automne, la température refroidit. Mange moins, plus tranquille. Le système intérieur ralentit aussi. Tu sais, quand tu passes de 20 degrés puis tu tombes à 4 degrés, tu as moins envie de manger, là. Puis les insectes sont moins disponibles, puis ils sont un peu engourdis. De sorte que tu vois ça, tu lis ça comme un roman, là. Tu dis, oh, ici, il y a eu la misère, plus. Puis même, il a arrêté de manger avant même que l'automne arrive, puis tu vois, il y a des checks, puis puis même chez les adultes, tu peux savoir s'il a frayé ou pas. Ça, Parce que quand il fraye, l'adulte, quand il rentre, il ne mange plus, là. C'est fini. De temps en temps, tu vas avoir une coupe d'insectes dans les estomacs, mais c'est accidentel, ça. Mais au début, là, après le mois de juin, il n'y a plus rien dans les estomacs. Absolument. Avant ça, tu peux les voir dans la migration, puis l'estomac rempli de capelans, puis tu te quittes, ça. Puis après, c'est fini. Quand il rentre en rivière, c'est fini. C'est le jeûne total. Ouais. Ben, total, avec les petits insectes qui restent, là, mais c'est ridicule. De sorte que tu peux lire complètement sa bio. Ta biologie. Oui, c'est ça, c'est vraiment sa biologie. Il y a eu de la misère, il y a eu de la misère cet été-là. Il y a même eu... qu'est-ce qu'on... On a des marques de frayes. Oui. Très bien. Tu peux avoir des frayes successives en plus de ça. C'est-à-dire que... Polygame, quelqu'un qui est polygame, on voit non, ça c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Ça, c'est un secret. C'est bien gardé. Ah oui, les biologistes, c'est Ils bien défendu d'en parler. Ouais. Et vous voyez à peu près leur âge, les cycles en mer. Pas à peu près. On voit très bien leur âge, leur voyage. Donc, quand vous arrivez à Matane avec votre microscope de poche, il y a du monde qui doit se dire c'est qui lui. Il y avait des gars aiguisés aussi là-dedans. Sûrement, oui. Des gars comme Bermond-Turcotte et compagnie. Du nom de la fosse, Bermond-Turcotte. Ouais. Il y a une belle fosse à Matane, la Bermond-Turcotte. Oui, donc, c'était quelqu'un parce que je la pêche régulièrement, c'est un phare. Fosse extraordinaire. C'est une icône, Bermond. Ah oui. Il s'occupait de la rivière à ce moment-là? Ah, Seigneur. L'association, oui. Ah, okay. oui. Son fils a été membre illustre de la FQSA, d'ailleurs. Il vit toujours à Matane. Qui est un petit spot, puis là, tu passes comme une chef de montagne, tu passes sur le côté, tu viens la pêcher, il y a du beau saumon là tout le temps. Fait que, et là, ils ont commencé à ramasser des statistiques, puis à nourrir c'est ça, puis encore... la connaissance. C'est ça, puis encore aujourd'hui, on continue de recueillir des données comme ça, puis c'est vrai que c'est important, c'est tellement riche. Ouais. Si on n'avait pas toute cette grande série temporelle, puis ce nombre d'informations-là, puis tout, je pense, la rigueur qu'on s'est développée avec tout le réseau du ministère, puis des gestionnaires de rivière, puis tout ça, on n'aurait pas non plus la force de notre plan de gestion. Les décisions se prennent de façon éclairée. Exactement. J'aimerais ça. Parce que je vais faire juste terminer Matane. Donc, ça a duré combien de temps, Matane, pour instaurer ce genre de système? Parce qu'en fait, c'est devenu la colonne vertébrale de bien après ça d'autres rivières. C'était un plan qu'on disait, le stencil à Schoner, amène ça ailleurs, voilà, tu sais. Exact. C'était... j'ai fait 2 ans, là, me semble. 2 ou 3 ans, oui. Aviez-vous le temps de pêcher un peu? Je me dépêchais pas. Non. Au travail. Ouais. Mais il ne voulait pas que le gars du ministère... Non. Donc, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Juste une petite question, Gilles. Je ne sais pas si tu l'as en mémoire, mais tu avais écrit à un moment donné un article sur un gros saumon pris sur la Matane, qui est le saumon pour lequel le nombre de frayes a été le plus élevé qu'on ait jamais enregistré encore à ce jour au Québec. Peux-tu te rappeler du nombre de frayes? 5 frayes. 5 frayes. Wow! Ça fait que des allers-retours en mer, part pour un an, revient frayé. Wow! À l'image de nos grands-mères qui en faisaient 15 puis 17. Exact. Hey, c'est impressionnant. Une saumone québécoise. 33 pouces, là.
Wow! Hey, ça, C'est toute une femelle. toute une femelle. Mais tout ça pour dire qu'avec les cailles des saumons, là, avec l'histoire que Gilles nous raconte, on peut partir de la façon... Quand on veut reconstituer comment une corde de saumon s'est développée. Quand on a les écailles, on part de la dernière ligne en haut, puis on dit ça, c'est le 10 juillet 1962. Avant, Incroyable. juillet 61, puis ce poisson-là, il a migré en mer au mois de juin, disons 58. Tu peux remonter à sa naissance. Absolument. Tu peux dire ce poisson-là. Et on reconstitue, avec les écailles, on reconstitue les cohortes de saumon. On peut les répartir dans leur groupe d'âge. Puis donc, on peut savoir, à partir de ça, on peut calculer le potentiel de reproduction. Juste à partir de l'écaille, là, toute la connaissance qu'on peut calculer rétroactivement nous donne une quantité d'informations énorme. C'est fascinant. Oui. C'est presque l'épigénétique du saumon. On parle de génétique, je veux dire, on revient au début. Là. Donc, on est dans les années, j'avance un peu peut-être le tape un petit peu, encore un peu, là, le vidéocassette de vos vies puis de l'histoire de tout ça, mais donc, quand ça s'installe après avoir fait ça à Matane, donc là, ça jase, évidemment, parce que les autres rivières, chaque rivière a son environnement. Il y a eu de la drave, il y a eu des barrages, il y a eu, chaque rivière en même temps a dû se réadapter à peu près dans ces mêmes dates-là, inspiré sûrement de ces gestes-là. Ça a été quoi le plan après ça? Ça a été, quelle rivière a fait comme, on en prend, comment ça s'est passé, le développement de tout ça, pour que ça devienne en fait une association? Parce que ce que je comprends, c'est que tous les gestionnaires après ça se rencontrent et deviennent, on unit les forces, on unit les connaissances. Exact. Ça, c'est un engagement du gouvernement. Le gouvernement s'est dit, on va décluber, mais on ne perdra pas de connaissances biologiques sur les rivières. Le gouvernement ne peut pas être partout, ne peut pas être sur toutes les rivières parce qu'avant, c'était des clubs. Alors, les clubs fournissaient au gouvernement de l'information avec laquelle le gouvernement pouvait gérer. Alors, si on enlève les clubs, il va y avoir un vide là, d'un certain point de vue. La pêche pourrait se faire, sans doute, il y a des règlements, puis on pourrait... Mais l'information biologique pour arriver à supporter nos décisions, elle disparaît si on ne met pas en place un système. Alors, ça, au point de vue biologique, puis au point de vue de la protection du saumon aussi. D'où l'idée de dire, on va décluber, on le fait pour répondre à un besoin de la population, mais les gens de la population, localement, vont nous aider à gérer leur rivière, parce que les gens parlent toujours de leur rivière. Ben oui. Tu sais, sentiment d'appartenance, ça existe encore. Là. Ben oui. Bon. Alors, donc, c'est le concept de ZEC est parti à partir de là. En 1981, en 1979, les ZEC, autrement que les rivières à saumon, ont été créées. Le même principe, en faisant les ajustements nécessaires parce que le saumon se gère différemment. Le même principe a été appliqué pour les rivières à saumon. C'est devenu des ZEC-saumons à partir de 81. Et donc, le concept s'est agrandi. Avec le conseil d'administration, avec des gestionnaires, puis chacun a géré chaque rivière. Ils sont si semblables mais si différentes, en fait, c'est ça. Exact. Donc, vous avez vu pousser toutes ces rivières-là avec l'infrastructure, ça devait être... C'est quand même, de faire partie de ça, de partir avec ça. C'est quelque chose de... Puis en plus de voir ce que c'est devenu. C'est devenu... Puis il y a un élément qu'il ne faut pas oublier là-dedans. Là, on parle de ce qui se passait au Québec. Puis dans l'Atlantique ici, de nous autres, les provinces de l'Atlantique, il y a encore plus loin que ça. Le Groenland. Le Groenland, à un moment donné, ils se sont aperçus que le saumon se ramassait dans ce coin-là en migration océanique. Puis, ils n'ont aucune maudite rivière au Groenland qui porte le nom de sa rivière à saumon. Il y en a une, peut-être que cyclique. Mais ils prenaient du poisson comme ça. Là, ça contribuait pas bien à la responsabilisation pour sauver l'espèce, puis diminuer les efforts de pêche. Alors qu'on faisait diminuer les pêcheurs commerciaux, puis même les quotas des pêcheurs sportifs, puis etc. Les saumons se retrouvaient au Groenland, puis on pêchait, notre saumon en migration était pêché là-bas. Les Groenlandais disaient, vous autres, vous les poignez dans la rivière, nous autres, on les prend dans la rivière, c'est nous qui les nourrissons ici. Vous les produisez, mais nous autres, on vous les engraisse pour les retourner plus gros. Tu sais. Ah oui, c'est un bon deal. C'est ça. Ouais, mais la vapeur a commencé à monter dans les esprits, là. Et savez-vous-tu comment ça a fini? Non. Ben,
ça a monté même jusqu'au top, les États-Unis à côté, là. Oui. Ils sont allés jusque-là. Puis là, comment ils appellent ça, le staff là, des États-Unis en haut, là? Ceux qui viennent tous, là. La Maison-Blanche. La Maison-Blanche. Ça a monté jusqu'à la Maison-Blanche. Ils ont frémi. Puis là, ils ont discuté, voyez, avec le Groenland, puis ils ont dit, si vous ne cessez pas vos prises, on va vous couper vos ressources. On n'importe plus de matériel de chez vous. C'est devenu une affaire d'ordre économique. Ils ça a apaisé les tensions. Fait que ça a joué du coude, là. Ça a vraiment joué du coude. Wow! Mais quand même, c'est pas... On n'en parle pas souvent. Non, c'est sûr. Mais à quelque part, c'est ça, dans la négociation, puis dans cette négociation-là en particulier, il a fallu qu'il y en ait qui sortent les gros bras. Je détiens cette... c'est plus qu'une anecdote, là, cette affaire-là. De mon ancien patron de l'époque, Robert Bourassa, qui était un biologiste qui s'occupait du saumon, quand il y avait le temps. Puis lui, ben, à l'époque, il frayait beaucoup avec Atlantic Salmon Federation. Puis ses grands chums, c'était tout Stanley Gildersleeve, puis cette gang-là de Atlantic Salmon Federation, puis la FQSA, ça n'existait même pas, là, tu sais, à l'époque. Fait qu'il y avait les sons de cloche qui venaient des hautes directions de Atlantic Salmon Federation. Nomme-les, là, puis c'était tous ces chums, ça. Puis c'était quelque chose. Wow. Stanley Gildersleeve, c'est celui qui a eu la haute moisie. Oui, exact. Ils venaient pêcher ici, en fait. Oui. Ils se sont impliqués politiquement, mais c'est des gens qui connaissaient le territoire. C'est des Américains qui venaient ici, puis qui aimaient, qui revenaient année après année avec leur... Ils aimaient ça, ils revenaient, mais c'était pas nécessairement des poachers. Là, non, pas tout. C'est les passionnés de pêche. Il y a du territoire. Puis du respect. Là. Oui, ben, c'est pour ça aussi. Puis c'est une bonne chose aussi qu'il y ait des gens avec du poids politique à un moment donné qui se soient impliqués parce que, comme tu dis, si à un moment donné les pêches au Groenland n'avaient jamais été contrôlées, ben c'est clair tous les efforts du Sud. Tous les efforts n'auraient rien donné. Là. Fait il fallait que ça passe aussi par... C'était qui le premier ministre à l'époque, à cette époque-là, que le Groenland puis les États-Unis ont... On parle de 72, 71. Là où, quand on est arrivé dans le crunch de l'histoire, c'est en 71-72. Jusqu'en 60, je pense qu'en 70, le maximum de prises qui a été prise après ça a été changé. C'est 2000 tonnes métriques qui étaient pris au Groenland. Et puis, suite aux pressions politiques, alors les États-Unis font des pressions sur le marché commun. Le marché commun comprend le Danemark et l'Angleterre. L'Angleterre se défendait comme l'Amérique du Nord là-dedans, parce qu'il y avait des poissons d'Angleterre qui se retrouvaient au Groenland, capturés au Groenland. L'Angleterre a mis de la pression sur le Danemark. Le Danemark était une propriété du Groenland. Le Danemark avait des livres de beurre à vendre. Fait que là, c'est un jeu politique à partir des États-Unis de dire, à travers un peu comme il se fait actuellement, là, à travers des pressions politiques, on peut arriver à gérer des conflits qui se passent à un certain endroit. C'est cette logique-là que c'est appliqué, de sorte que d'une année sur l'autre, ils sont passés de 2000 tonnes métriques à 1000 tonnes métriques. Et puis, ils sont en 73 à peu près. Puis depuis ce temps-là, ça a été des négociations pénibles et ardues, année après année, qui ont fait qu'aujourd'hui, là, je pense qu'on est à 100 tonnes métriques. On est passé donc de 2000 tonnes métriques à 100 tonnes métriques. Moi, je pense même moins que ça. Même moins que ça, je pense qu'on est autour de 50. 50, OK. C'est possible. Anecdotiquement parlant. J'adore les anecdotes. L'affaire que vous dites, là. Moi, je vous rapporte ce que j'ai entendu de mes oreilles, que il y avait à l'époque au Groenland la présence de sous-marins américains qui ont vu des masses de saumon dans ce coin-là. Puis ils ont fait une adéquation avec ça, plus les captures qu'ils faisaient au filet. C'est l'histoire du sous-marin, là. Ben, ça veut dire que c'est... Moi, là, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une vue de l'esprit ou une invention, mais j'ai entendu ça.
Ah, ouais. Oui, Atlantic Salmon Federation. Ben, je ne suis pas étonné. Il y a eu énormément, il y en a eu pendant la 39-45, il y a eu des sous-marins allemands qui sont venus dans le fleuve. Il peut très bien avoir des sous-marins américains. Puis les Américains ont longtemps dénigré notre force d'équipement et de frappe, dans le sens que, notre nord, puis ce sera un autre dossier où on pourrait en parler pendant des heures, mais ce qui se passe dans notre grand nord, dans les prochaines années, avec tout ce qui frotte, on va peut-être faire comme il va y avoir de la politique qui va se faire là, puis il va y avoir déjà, il y a eu des achats du gouvernement. Mais donc, mettons, en me dirigeant vers une conclusion. J'avais une question. Ouais, tu avais une question? OK, vas-y. Avant de se diriger. Je me dirige pas, j'avais plein de questions. Ben oui, effectivement, mais peut-être juste un dernier, parce que moi, ça me fascine personnellement. Là, j'ai l'impression qu'on a effleuré tantôt, mais j'ai lu Menot, maître draveur, quand j'étais au secondaire, puis là, j'avais l'impression que c'était genre, je sais pas, là, en 1300 quelque chose, là. Mais dans le fond, l'arrêt de la drave au Québec, c'est relativement récent, puis il n'y en avait pas sur toutes les rivières. Non. Mais je sais que vous avez été témoin de ça, puis en fait, ça date clairement pas de 1300 quelque chose. Non, effectivement. Ça, ben, on le sait que la drave a eu un paquet d'impacts sur les rivières, là, en fait, que ce soit des rivières à saumon ou autres. À un moment donné, c'est devenu nécessaire aussi d'arrêter cette activité-là. C'était quoi un peu la réflexion autour de l'arrêt de la drave, puis comment ça s'est passé? Bien, ça s'est passé progressivement. Le premier arrêt de la drave est arrivé sur la rivière Matapédia. En fait, un affluent de la Matapédia. La dernière tributaire de la Matapédia où il y a eu de la drave, c'est la rivière Kozapskal. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 71. Ça a été la dernière année. L'année où je suis entré au ministère, ça a été la dernière année où il s'est fait du flottage sur la rivière Matapédia. Puis ça a été une année aussi où le club, je parlais tantôt que des fois des clubs acceptent de s'en aller d'eux-mêmes. Le club a accepté de s'en aller, puis on a racheté ce qui était de privé là-dedans, puis ce qui était public était public. Et puis, donc, c'est arrivé un peu en même temps, la Matapédia, mais il y a d'autres rivières aussi. La rivière Métis a été... Bon, après ça, l'autre date, c'est 1975. Il y a eu un comité provincial, parce que la drave, c'était de législation provinciale. Okay. Il y a eu un comité provincial qui a statué sur un certain nombre de rivières. Puis pour les rivières à saumon, il y avait la rivière Escoumins, dont 75, ça a été la dernière année. La rivière Métis, ça a été la dernière année, 75 également. La rivière Nouvelle aussi. Puis là, la rivière Nouvelle, parce que là, ça nous permet d'aborder une autre dimension, c'est la dimension environnementale. Tu sais, la protection de l'habitat, ça, on n'a pas encore parlé, mais le commencement de la protection de l'habitat du poisson date de ce temps-là. Ça a été d'abord d'arrêter le flottage du bois. En 75, la compagnie NBIP, New Brunswick International Paper, qui était une filiale de la CIP, là, qui était bien connue dans la région de Trois-Rivières, a décidé de faire sa dernière année de flottage de bois. Okay. Et là, comme dernière année, là, ils ont salé le milieu. Là, il y avait énormément de bois accumulé dans la forêt. Et puis, la rivière, la Nouvelle n'est pas nécessairement une grande rivière. Chaque rivière a une capacité de transporter quelque chose. Oui. Après, il y a des canaux qui descendent les rivières. Oui. Mais s'il y a une surcharge, à un moment donné, la rivière n'est plus capable de transporter son canot. Alors, pour améliorer la capacité de transport de la rivière, parce qu'une rivière, c'est faite de fosses, de rapides, puis quand il y a un rapide, je vous vois venir. Là, la flotte de bois. On a envoyé une couple de beaux-frères avec des pépines pour virer les curves. Exact. Pour sabler un peu les... Pour sabler, c'est ça. Puis, mon Dieu. Là-dessus... J'ai failli te sacrer. Allez-y, continuez. Là-dessus, il y a une association, l'association de la baie des Chaleurs qui s'est développée puis qui a décidé de poursuivre la compagnie parce que des dommages pouvaient être faits sur la rivière Nouvelle. Wow. Alors, il y a eu un procès de fait là-dessus parce que la nouvelle loi, la première grande loi environnementale qu'on a eue, date de 1972, et qui a été faite par le Dr. Goldblum. Et puis, il y avait 2 articles là-dedans là, qu'on ne peut pas devenir une source de sédiments dans une rivière et injecter des sédiments dans une rivière ou les remettre en suspension. Alors ça, c'était les 2 articles fondamentaux. Et puis, l'association a réussi à avoir une injonction, a raté son injonction, mais a quand même pu obtenir une poursuite en cours par le gouvernement contre la NBIP. Puis là, petite histoire juste pour qui se relate à exactement ce que tu dis. À un moment donné, la compagnie a amené des gens
du milieu, des guides, des anciens, des gens qui travaillent, puis qui sont capables, qui sont colorés, puis sont capables d'exprimer avec des beaux mots, puis des fois joyeusement, et impressionner en étant presque des artistes, des conteurs, impressionner possiblement le juge. Fait qu'à un moment donné, le juge demande à un conducteur de bulldozer qui avait travaillé le long de la rivière, il dit, est-ce que, le juge demande, monsieur le juge, est-ce que, monsieur Tel, avez-vous simplement régalé le terrain pour pouvoir accumuler du bois? Oui, on a fait ça, mais surtout, on allait dans les rivières, puis là, les rapides, on les creusait comme un demi-tuyau. Fait que là, la rivière, ça devenait un grand demi-tuyau, puis le bois pouvait flotter. Le juge était crampé, tout le monde était crampé. Wow. Un employé. Oui, ils ont voulu faire témoigner, mais des fois, si tu demandes à un enfant la vérité, il va te la donner. Le juge crampé. Après ça, ils font venir un guide de Rivière-à-Saumon qui est connu, Richard Adams. Le célèbre Richard Adams, qui lui avait été guide, puis aussi sur la Matapédia, il travaillait pour le flottage de bois. Fait qu'ils font venir Richard Adams en cours, et puis l'avocat de la défense dit, mais monsieur Adams, vous avez été guide, vous? Oui, vous êtes encore guide? Oui, je suis encore guide. Lui, vous avez été guide sur des rivières où il y a il y a du flottage? Oui, oui. Mais il dit, les rivières, il dit, s'il y a des sédiments apportés par le bois, c'est pas beau, ça doit nuire. Puis vous dites que vous en preniez des poissons. Oui, on en prenait. Mais il dit, pouvez-vous expliquer ça? Mais évidemment, M. Adams ne pouvait pas expliquer la mécanique. Il dit, monsieur le juge, il dit, vous savez, une rivière, c'est comme un vieux garçon. Moi, je reste sur le bord de la rivière, puis le printemps, je me lave. Et puis là, ça vient tout sale, puis moi, je deviens propre. Et puis là, je peux accueillir les saumons dans la rivière, parce que je suis un guide. Et puis, je peux accueillir les belles petites femmes qui viennent pêcher le saumon. Aïe, non, c'était tout un personnage. Donc, le juge s'est retrouvé avec des témoignages extraordinaires. Il a bien vu le juge était crampé. Ils ont été condamnés, en fait. Oui, ils ont été condamnés. Parce qu'avec la floche du printemps, la célèbre floche du printemps sur les rivières, quand la grande débarque, là, avec les sédiments qu'ils avaient de la drape, déjà que ça ramasse quand même pas mal de choses, là, ça devait être... Bien, ça faisait beaucoup d'atterrissements de bois dans les courbes, comme tu disais tantôt, là où l'eau peut ralentir, ils faisaient des dépôts. Après ça, il fallait s'organiser pour déblayer ces dépôts-là. Des fois, ça pouvait se faire à bras, puis c'était pas si mal, mais la plupart du temps, les quantités étaient trop importantes. Il fallait faire ça au bulldozer. Fait que là, on remettait en suspension des sédiments à une période où c'était plus propice. Au printemps, on est d'accord qu'au printemps, les rivières se salissent, elles ont une certaine capacité d'évacuer les sédiments. Mais en période estivale, cette capacité d'évacuer les sédiments n'existe plus. Puis si vous faites des travaux en rivière, en berge, c'est sûr que ça va aller colmater pour un certain nombre de temps, d'années peut-être. Ça va colmater les frayères, c'est évident. Est-ce que vous avez travaillé ensemble sur plusieurs dossiers? Parce que, tu sais, on dirait qu'on passe d'un à l'autre. Est-ce qu'il y a eu des... Tu sais, oui, la grande cause, mettons. Là, mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes retrouvés les quatre mains sur un dossier en disant, bon, OK, là, c'est à nous autres pendant vos carrières respectives? Bien, il faut dire, là, un exemple ne vient pas, mais peut-être que j'ai mais on a travaillé ensemble. Quand j'ai été nommé président de la FQSA, j'ai été nommé président de la FQSA un petit peu par hasard, pour des raisons circonstancielles. Je pensais de rester, je pensais de rester là 2 ans. Puis, le hasard et la nécessité. Oui, exactement. Et puis... Monsieur Monod. Ils ont analysé... L'auteur. Ah oui. Tu diras ça. Donc, vous vous êtes retrouvés comme... Avec Gilles, Gilles, il me dit, Yvon, il dit, embarque, il y a un petit job à faire pour 2-3 ans. Là. On a un petit peu de restructuration. 13 ans. Puis il dit, moi, lui, à ce moment-là, ses services avaient été prêtés par Génivore. Ses services avaient été prêtés à la FQSA par Génivore. Alors, ils ont, on va travailler ensemble. Alors, on a travaillé ensemble pendant 3 ans ou 4 ans. Mais moi, Gilles est retourné, parce qu'il appartenait à Génivore à ce moment-là. Gilles est retourné chez Génivore. Moi, j'ai continué, mais pendant ces 3-4 années-là, ça a été de 2000 à 2004. Là. Ça a été une période assez houleuse de la FQSA.
à laquelle on a passé à travers, puis avec l'aide de Gilles, puis ça a bien marché. Est-ce que je peux me permettre une mini-parenthèse? Moi, je ne suis pas au courant de toute l'histoire, mais est-ce que c'est une période assez houleuse pour qu'on puisse en parler un petit peu? Ou ça fait partie du passé, puis c'est disparu dans les revues? Ouais, lisez vos revues pour... non, pas nécessairement. Non, c'est une question d'administration du système. Oui, là, puis il y avait des visions différentes sur l'administration de ce système-là. Moi, Gilles, et certains étaient d'une certaine orientation, d'autres d'un autre. Puis il n'y a pas d'erreur là-dedans. Là, le passé, bien absolument. Il faut se parler, puis y arriver. Puis dans le fond, c'est ce que Gilles m'offrait. Là. Il dit, Yvon, je vais t'aider. Moi, Gilles était un peu plus habile que moi. Je pense qu'on le voit dans l'entrevue, un peu plus habile que moi dans le contact avec les gens. Puis moi, j'étais un peu plus technico-cratique. Fait qu'on a travaillé ensemble, on a uni nos forces. Puis, on a passé à travers ces 4 années-là. Puis, les choses se sont placées. Comment vous entrevoyez la suite de l'histoire? Mettons, cette belle histoire du saumon. On va divorcer, là. Vous allez divorcer? Non, mais il y a eu tellement de changements dans tout ça. On parle de remise à l'eau, on parle de plein de choses qui se sont passées qu'on ne pensait même pas. Le secteur contingenté, c'est arrivé à Matane. Je veux dire, on aurait dit ça il y a 10 ans, puis quelqu'un nous aurait dit... viens dans le parking, je vais t'en parler avec mes modes tagués. Exact. Comment vous voyez la suite des choses en conclusion, tranquillement, doucement vers ça, mais avec espoir, avec tout le pack-sac d'histoire que vous avez fait puis de travail que vous avez fait, comment vous voyez la suite des choses pour le saumon? Pour le saumon, c'est difficile à dire. Bon, on est chanceux, d'une part, capitalisons sur nos forces. On est chanceux, le Québec, dans l'aire de distribution du saumon, là, si on regarde une carte géographique, on est plus au nord que la France, on est même plus au nord que l'Angleterre. Géographiquement, sur le globe terrestre, notre situation en termes de latitude est favorable, plus favorable que dans d'autres pays. Donc, c'est sûr que malgré qu'il va y avoir des effets des réchauffements climatiques au Québec, on va peut-être avoir de l'eau froide un petit peu plus longtemps. On va en souffrir moins. Ouais. Et puis, je pense que... Bon, peut-être... Les rivières à saumon, elles disparaîtront pas. Les rivières à saumon ne disparaîtront pas. Il y a peut-être quelques rivières plus au nord. Possiblement des changements qui pourraient arriver dans la baie d'Ungava. La baie d'Ungava, le saumon est dans des conditions limites, là, mais il va y avoir un réchauffement qui sera sans doute favorable au saumon là-dedans. Alors, en ce qui concerne le Québec, je ne suis pas tout à fait négatif. Si on parle de saumon, si on parle d'organisation, je pense que le modèle de gestion que nous avons au Québec avec les fédérations, les ZEC, le rôle du gouvernement, c'est un modèle assez unique. Hein? Oui. Il a été étudié par le gouvernement fédéral et puis il a été cité en exemple. Il y a des gens qui nous disent que le système qu'on a ici, c'est un système de privatisation. Par exemple, les gens de Terre-Neuve nous disent, vous avez un système privé, c'est les ZEC qui gèrent ça. Vous avez donné à des associations des rivières. Non, parce qu'au mal connaître. À Terre-Neuve, là, on peut pas, les Terre-Neuviens ne peuvent pas imaginer que les rivières ne peuvent pas être publiques, libres. Tu peux y aller du moment que tu as ton permis et que la saison est ouverte. Puis il n'y a pas d'autre forme de contrôle que ça. Alors, toute autre méthode de gestion où il y a un certain contrôle sur l'accès, sur la circulation des pêcheurs à l'intérieur de la rivière, c'est jugé par certaines administrations comme étant une forme de privatisation. Jusqu'à un certain point, c'en est une, mais ça reste un système démocratique où on confie, dans le fond, aux pêcheurs et aux représentants des pêcheurs la gestion une grande partie de la gestion de la ressource. Donc, c'est une forme d'impartition des responsabilités du gouvernement. Et c'est cité en exemple à bien des endroits. Oui. Ouais. C'est unique. Il n'y a aucun autre pays où ça existe. Ça n'existe pas en France. Dans les pays nordiques, comme en Norvège, il y a des eaux privées en Norvège. Absolument. Le système du Québec existe à nulle part ailleurs qu'au Québec, mais il est cité en exemple. M. Chauner, comment vous voyez ça, la suite des choses? Avec les changements climatiques, puis avec tout ce qui se passe? Moi, je n'ai pas de crainte là-dedans. Là. Dans le sens que déjà, si tu regardes ce qui se passe dans notre hémisphère nordique, s'il fallait que tu te mettes à examiner la diversité spécifique biologique des bébites qui sont là, tu lèverais de terre comme ça. C'est pas le saumon classique. Qui monte, qui fraye, qui s'en va. Là-bas, là, c'est pas ça. Tu as 4-5 sortes de saumons qui vivent là en même temps. En même temps, dans les mêmes eaux. Ouais. Puis qui ont des comportements complètement différents. Il y a des Wananesh qui sortent jamais
de la rivière. Ils sont dans la même rivière, il n'y a rien qui les empêche de sortir, ni de rentrer. De sorte qu'un landlocked salmon, c'est pas tout à fait vrai là-bas. Là. En le sens que c'est ça, un landlocked, une Wallanish, c'est comme ça, on dit, il est prisonnier, c'est pas vrai. Là, là c'est pas vrai. Il décide d'être Il décide. là. Des saumons qui sont classiques, qui montent et qui redescendent. Tu as des saumons qui ne dépassent pas l'estuaire. Et là, c'est une question de température qui gauge ça. Ah oui. Quand tu as en moins 0,7 degrés Celsius, s'il s'en va dans la mer, il gèle. Fait qu'il ne sort pas de l'estuaire, il reste là. Puis il rentre en rivière. Puis il y a des saumons qui y vont aller-retour. Puis pour le même âge, le saumon d'estuaire est plus petit, puis l'autre est plus gros. Mais tu vois la différence entre les deux, la mère nourritrice, là, nourricière. Excuse. Non, pas trop. Bon, puis alors t'as... La nature est forte. Ouais, la nature est forte. De sorte que ça se passe là-bas, là. Mais ça peut s'exporter par en bas, là, tu sais. Mais moi, j'ai pas de... T'as pas de crainte. Ben, je veux pas de serrement d'estomac, là. Bon, on aime ça quand même. Moi, moi, ça... En fait, je trouve ça tellement intéressant puis tellement inspirant de savoir tout le travail que vous avez fait, d'être en contact avec tellement d'autres biologistes, d'autres personnes professionnelles. Ça va être toi, partout. là, dans 30-40 ans, quand tu vas t'asseoir sur un micro, tu vas avoir les petits cheveux un peu plus blancs, tu vas raconter tes histoires de saumon, mais c'est ce qui est beau dans tout ça. Là. Peut-être, mais je trouve qu'on a un bel héritage, puis je pense qu'on est vraiment dans une situation favorable de par, oui, notre situation géographique, de par notre situation, tout le réseau des gestionnaires de rivières. Fait que moi, ça me remplit vraiment d'espoir, puis je trouve ça vraiment inspirant ce que vous avez fait. Oui, moi, je joins ma voix à ma directrice générale, à notre directrice générale, pour vous dire à quel point ça a été une rencontre extraordinaire. Je vous remercie en tant que pêcheur. J'ai vécu des souvenirs avec mon fils. J'espère que mon fils va en avoir avec sa fille ou son, tu sais, puis qu'on en a encore des belles années. Puis au profond de moi, j'espère que je vais virer le coin d'une fosse à un moment donné, ça arrive à Matane, puis je vais vous voir avec beau chapeau. Je vais dire, je vais aller jaser. On va aller faire une drop ensemble. Mais merci beaucoup de la part de tous ceux qui écoutent, je suis certain. Vous faites partie de l'histoire, la grande histoire du saumon. Vous avez été impliqué à plusieurs niveaux. Cette passion-là, c'est comme ça qu'on bâtit un territoire. Puis merci. C'était très agréable. Oui, on refait ça. Coupez le micro, puis là, on passe à la vraie discussion. Merci. Merci, au plaisir.